Bienvenue pour cette séance de Penser la société. On est toujours très heureux de vous retrouver pour ces rencontres. Alors la séance d'aujourd'hui va porter sur le complotisme, les théories du complot, parce que voilà, le complotisme, les fake news, c'est des choses dont on entend beaucoup parler dans le débat public aujourd'hui. Ça prend de plus en plus de place dans les débats, et pourtant c'est pas un sujet qui date d'hier. Il y a eu des antécédents historiques, voilà. Mais malgré tout, il y a des enjeux qui sont très actuels, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 200 ans avant dans l'histoire. Donc on va parler de ça, on va parler des causes du complotisme, de comment les théories du complot se propagent, comment aussi on peut tenter de les endiguer, puis on va parler de plein d'autres choses avec les deux invités d'aujourd'hui. Donc Sylvain Cavalier et Marie Pelletier, qu'on est très heureux d'accueillir. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez vous présenter l'un et l'autre succinctement ? Alors, merci pour votre accueil déjà. Je m'appelle Marie Pelletier, je viens de Bruxelles, donc je suis belge. Toujours intéressant à poser d'emblée. Et je travaille sur le complotisme depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé à parler de ces questions quand personne n'en parlait. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est pour dire que c'était pas facile il y a 10 ans de parler de ça. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Quelque part, moi, je m'en réjouis. Je vois bien que je suis beaucoup mieux accueillie qu'il y a quelques années. C'était beaucoup plus difficile de m'exprimer. J'ai publié 2 livres, qui sont ici d'ailleurs, j'ai vu. L'ère du complotisme en 2016 et qui a été republié en 2021 pour les 20 ans du 11 septembre 2001. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le complotisme autour du 11 septembre. Et Obsession, sous-titre dans les coulisses du récit complotiste. Obsession qui est beaucoup plus une analyse générale du débat public et comment en fait les théories du complot ça rime à des obsessions du débat public. Et donc voilà, je suis par ailleurs enseignante. Je pense que c'est aussi important à dire, c'est que je considère toujours que ma principale fonction c'est celle d'enseignante. Je suis prof dans l'enseignement supérieur en Belgique et je forme des futurs professeurs. Je suis didacticienne de l'histoire, donc je leur apprends à donner des cours d'histoire. Je suis historienne de formation. Donc voilà, pour résumer, je pense que c'est l'essentiel. Et vous, Sylvain Cavalier ? Alors, donc, du coup, moi, c'est Sylvain Cavalier. Je suis juriste. Dans la vie de tous les jours, voilà, mon activité principale, c'est ça. Mais effectivement, depuis quelques années, j'ai sur Twitter, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je suis présent en tant que... J'aime bien dire détricoteur de théorie du complot, mais voilà, donc fact-checker, ça dépend. Et en fait, c'est un petit peu... je suis tombé dans l'autre face, on va dire, après avoir eu une période complotiste. Et en fait, c'est suite à cette période que j'ai eu envie de combattre, c'est un vocabulaire un peu guerrier, mais effectivement de lutter contre un petit peu ces théories du complot, pas contre les gens qui croient ou quoi que ce soit, mais contre les théories en elles-mêmes, parce que j'estime que, en tout cas pour certaines d'entre elles, ça peut être dangereux. Donc je fais ça depuis quelques années, et c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand monde. J'ai commencé par lire les quelques bouquins qu'il y avait là-dessus. Il y avait Marie Pelletier, il y avait Pierre-André Taguieff, il y avait Bronner. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources là-dessus. Les médias n'en parlaient pas du tout. C'était un peu un sujet tabou, ou alors un sujet qui ne faisait pas sérieux. Donc on n'en parlait pas, parce que sinon on avait l'air un peu con. Et c'est vrai que moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant d'entendre le terme complotiste, et maintenant c'est un terme qu'on entend, qu'on voit partout, qui est même complètement dévoyé, qui a des définitions complètement foireuses. Mais bon. Et pourtant, je crois que vous avez commencé votre chaîne en 2016, donc c'est il n'y a pas très longtemps en fait. Ouais, c'était il n'y a pas très longtemps. Après, en fait, j'avais le projet de lancer cette chaîne à partir de, je crois, fin 2014, un truc comme ça. Enfin, j'y ai pensé pendant plus d'1 an avant de vraiment me lancer. En fait, je débunkais au début les arguments des théories du complot directement sous les vidéos de théories du complot, de documentaires complotistes et tout ça. Mais en fait, je touchais une personne, les personnes une par une en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je vais peut-être tout simplement faire moi-même des vidéos. Ce qui va me permettre de toucher plus de gens avec mon message en fait. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment je me suis lancé. Donc oui, sinon j'ai commencé en 2016. Et c'est là après, à la fin de l'année 2016, où on a commencé, même plutôt début 2017, où il y a quasiment tous les médias qui ont commencé à avoir leur service de fact-checking suite au vote du Brexit et de Trump en 2016, qui a été une espèce d'électrochoc pour les médias, où à partir de là ça a vraiment commencé à parler beaucoup de ça. Et du coup, pour bien cadrer
cette séance. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir, vous disiez, il y a des fois des définitions du complotisme qui sont un peu fantaisistes. Est-ce que vous pourriez commencer, peut-être Marie Pelletier, d'abord par définir ce que c'est le complotisme et puis les théories du complot, parce que il y a complot et théorie du complot, c'est... Ouais, ça c'est déjà important à poser parce que je me rends compte que beaucoup de gens confondent complot et complotisme, ce qui est quand même extrêmement grave sur le plan sémantique, en ce compris dans les milieux universitaires. Hein. Parfois on présente, oui, et parfois on me présente comme spécialiste du complot. Je dis non, je suis pas du tout spécialiste du complot, moi je suis spécialiste du complotisme, ça n'a rien à voir. Justement, je vais expliquer pourquoi ça n'a rien à voir. Le complot, c'est effectivement l'idée que des personnes puissent s'entendre en secret pour fomenter une action politique et qui est donc une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc ça, c'est un complot. C'est quand, et j'ai toujours tendance à dire que les complots, c'est quelque chose de très humain. On complote tous au quotidien, hein, puisqu'on défend tous nos intérêts avec nos semblables et on ne le fait pas toujours de manière très transparente. Je dis ça un peu en boutade, mais en tout cas, il ne me semble pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Par contre, le complotisme, c'est autre chose. Le complotisme, c'est une croyance, et c'est être dans une croyance où la personne, ou un groupe de personnes, postule que derrière ce qu'on nous dit, donc derrière ce qui est perçu comme le récit officiel, il y a une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc vous voyez, c'est l'autre face du miroir. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des complots ou pas, c'est une question, mais le complotisme, c'était un tout autre problème. C'est le postulat que derrière ce qui est perçu comme le discours officiel, c'est-à-dire la parole d'autorité en démocratie, hein, la parole politique, la parole médiatique, la parole scientifique, on l'a vu avec le Covid bien évidemment, que derrière cette parole, il y aurait en fait une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés de quelques-uns. Et de quelques-uns qui évidemment sont plutôt dans une optique de nuisance, hein, parce que c'est des intérêts cachés qui évidemment ne sont pas perçus comme positifs. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, j'insiste aussi sur un aspect sur lequel moi dans mon travail j'ai toujours beaucoup insisté, c'est que, en tout cas dans la manière dont moi j'appréhende ce phénomène, j'appréhende le complotisme comme quelque chose qui se répand à des degrés divers. Je pense que c'est très important. Donc, on n'est pas soit conspirationniste, soit non conspirationniste. On peut tous être touchés à un moment donné de notre vie, de notre parcours, par un discours complotiste, ou même parfois, sans s'en rendre compte, avoir un réflexe complotiste, entendre quelque chose et dire « Ah non, mais ça, je suis sûre qu'on me manipule, etc. » Donc, ça, je pense que c'est très important parce que souvent dans le débat public, dans la manière notamment dont les médias traitent ces questions, ils ne présentent que les cas les plus extrêmes, entre guillemets, ceux qui croient aux, je sais pas, aux Illuminati, aux reptiliens, etc. Mais ils ne pensent pas au complotisme soft, entre guillemets, qui est très présent dans notre société. Tous ces gens tous ces citoyens qui sont dans un imaginaire de défiance. Et ça, c'est le dernier mot que je voudrais poser, c'est que s'il y a bien un mot qui pourrait définir cet imaginaire politique, c'est celui de la défiance, c'est-à-dire toujours partir dans une posture de défiance à l'égard, encore une fois, de ce qui est perçu comme la parole d'autorité. On va avoir l'occasion d'y revenir sur ce sujet-là. Du coup, peut-être Sylvain Cavalier, complotisme et théorie du complot. Oui, en fait, voilà, en fait, pour moi, ça va peut-être même encore au-delà dans le sens où, pour moi, le complotisme, c'est pas le simple fait de se dire, tiens, peut-être que dans tel cas, il y a eu un complot. Pour moi, le complotisme, c'est même c'est un mode de pensée, en fait, à part entière. C'est une façon de penser le monde au quotidien, parce qu'en fait, c'est un mode de pensée systématique qui fait que systématiquement, derrière chaque événement important médiatisé, on va imaginer des intentions cachées, malveillantes, fomentées par possiblement un petit groupe d'élites secrètes, etc. Et en fait, c'est ce mode de pensée systématique que je considère être du complotisme, je veux dire, à un degré suffisant pour l'appeler complotisme. Et comme dit Marie, effectivement, sinon on est tous un peu complotistes en réalité dans la vie de tous les jours, j'allais dire, avoir aussi parfois des intentions malveillantes là où elles ne sont pas forcément, là où ça peut être le hasard ou l'accident. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des vrais complots non plus dans la vie politique, dans l'histoire, donc bon, ça existe. Donc c'est pas juste parce qu'on va envisager un complot qu'on va être complotiste, mais voilà. Le complotiste, pour moi, c'est vraiment celui qui a ce mode de pensée systématique, en fait. Derrière chaque événement, il va s'imaginer tout de suite le complot, en fait. Voilà. Très bien. Et du coup, avant d'aller plus dans l'analyse des causes, etc., je voulais juste vous poser à vous quelques questions sur votre expérience personnelle, puisqu'en fait, vous êtes un ancien complotiste, donc comment est-ce que vous en êtes venu à adhérer à un mode de croyance, à croire des théories
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé dans ce mode de pensée-là? Et puis par la suite, qu'est-ce qui a fait aussi que tout d'un coup vous avez eu peut-être, je sais pas, une prise de conscience? Qu'est-ce qui vous a fait sortir de ça? Ben, c'est vrai que, alors, c'est une longue histoire, mais bon, pour raccourcir ça et faire simple, en gros, donc j'ai toujours été très individualiste, enfin, pas individuel, comment on dit, idéaliste, pardon, excusez-moi, lapsus absolument immonde. Vous ne seriez pas là. Peut-être, je Vous sais seriez pas, pas non, là, je pense c'est pas. peut-être le cas. J'espère pas. Non, très idéaliste, pardon, excusez-moi. Donc du coup, toujours à me dire qu'effectivement, l'humanité, enfin contre les guerres, contre les, un petit peu tout ce qui était l'impérialisme américain, des choses comme ça. Et donc cet idéalisme faisait que j'étais très très opposé au pouvoir. Donc j'avais, je sais pas. Je vais avoir quoi à l'époque, 20 et quelques années, enfin j'avais la vingtaine, et donc en fait j'ai commencé à vraiment rentrer dans les théories du complot à partir du moment où un ami en fin de soirée m'avait montré un reportage qui s'appelait La révélation des pyramides, et qui disait en gros que la révélation des pyramides, que les pyramides n'avaient pas été construites par les Égyptiens, mais possiblement par une ancienne civilisation aujourd'hui disparue, etc. C'est un peu mystérieux, c'est très, très séduisant. En soi, c'est pas du complotisme, bien que certaines thèses dans le documentaire soient à la limite. C'est juste que, en fait, ce mode de pensée-là, de remettre en question la logique historique sur un événement, et là, sur les pyramides, moi j'y connaissais rien en égyptologie, donc ça a très bien marché sur moi. Je me suis dit, waouh, mais c'est extraordinaire, j'ai envie de creuser le sujet. J'avais écrit à l'époque au réalisateur en disant que c'était le documentaire le plus intéressant que j'avais vu de ma vie, que je voulais l'aider par tous les moyens et tout ça, à faire un deuxième opus. Et en fait, alors que, voilà, aujourd'hui, en discutant avec des historiens qui connaissent cette période, des vrais égyptologues, je m'aperçois que c'est un truc absolument fantaisiste, ce documentaire qui a été fait par des gens qui connaissent rien. Et en fait, c'est juste que le documentaire est vraiment très bien fait, vraiment très bien réalisé, et il y a une musique qui est entraînante, tous les mystères qui s'enchaînent, les arguments qui s'enchaînent, tout. Et en fait, à partir de ce documentaire, La révélation des pyramides, j'ai commencé à rentrer dans ce milieu-là, en fait, et dans cette logique. Et à partir de là, j'ai eu, par le biais des algorithmes YouTube et compagnie, des tas de suggestions sur le 11 septembre, les chemtrails. Donc je me suis beaucoup intéressé au 11 septembre 2001, toutes les théories du complot autour, il y en a beaucoup. Et puis aux chemtrails, donc la théorie du complot des chemtrails, c'est la théorie du complot qui veut que les traînées d'avions dans le ciel ne soient pas des traînées de condensation, mais en réalité des traînées de produits chimiques qui seraient destinées, qui seraient donc volontairement répandues et qui seraient destinées à, bon, ça dépend les versions de la théorie, mais soit nous empoisonner, soit nous stériliser, soit pour réduire la population, soit réduire le réchauffement climatique, mais sans nous le dire aussi. Ce serait un magnifique exemple de coopération internationale, la toute première fois que tous les États s'entendent entre eux pour quelque chose. Ça serait merveilleux quelque part, en dehors du complot derrière. Mais donc voilà, il y avait ça. Après il y avait aussi HAARP, qui est une théorie qui est très liée aux chemtrails. Cette théorie de HAARP, c'est en fait il y a une station météo en Alaska qui s'appelle HAARP. Et c'est une station d'observation de la ionosphère, et il y a beaucoup de théories là-dessus qui disent qu'en fait la réalité ça serait une arme climatique des États-Unis, et ça permet en fait de faire en sorte que chaque fois qu'il y a une catastrophe climatique, donc une tornade, un séisme, n'importe quoi, c'est de la faute des États-Unis. Là aussi il y a une intention malveillante cachée. Et ça c'est très intéressant parce qu'on voit que dans tous les cas, comme ça, en fait, derrière chaque événement important, il y a une intention malveillante cachée, il y a un complot. Et bien là, même derrière les catastrophes climatiques, on arrive, par le biais de HAARP, à imaginer que c'est le fruit d'une intention malveillante et pas juste un bête séisme ou une bête tornade, quoi. Et donc voilà, j'ai cru à pas mal de choses autour de ça. Et puis ensuite, donc j'ai eu une période qui durait peut-être presque 2 ans, où je m'intéressais à tous ces trucs-là, surtout le 11 septembre et l'assassinat de JFK aussi. Et en fait, après, il y avait un truc qui me dérangeait en fait depuis tout ce temps, c'était la théorie du Moon Hoax.
la théorie du Moonhoax, c'est le canular lunaire en français, c'est-à-dire qu'on ne serait jamais allé sur la Lune. Et depuis tout petit, moi par contre, j'avais des bouquins sur l'astronomie, sur les missions Apollo, parce qu'en fait il y a eu 6 missions Apollo qui sont allées se poser sur la Lune en réalité entre 1969 et 1972, on l'oublie parfois mais il n'y en a pas eu qu'une. Et donc en tout il y a 12 hommes qui ont posé le pied sur la Lune, et que des hommes, jusque-là. J'espère que ça changera, mais voilà, au passage. Et en fait le truc c'est que du coup, depuis le moment où j'ai cru à des théories du complot, j'ai pas voulu m'intéresser aux théories du complot sur l'homme sur la Lune. Je savais qu'elle existait évidemment, comme tout le monde, mais en fait je me disais non, mais ça c'est pas pareil, c'est un truc, c'est pas sérieux, ça je m'y intéresse pas. Et au bout d'un moment, bien sûr, par le biais des forums, ça se faisait beaucoup le partage de théories du complot à l'époque par le biais de forums, par exemple le forum de Open 9/11 et autres, enfin voilà. Et par le biais d'un forum, il y avait des gens qui ont fini par me dire mais si, je t'assure, va voir tel documentaire, je me souviens plus le nom sur le Moonhoax, quoi, le canular lunaire. Et il me dit, tu verras, il y a plein de vérités, machin, je sais pas quoi. Bon, du coup, j'y vais et je me dis bon allez, je m'intéresse, je fais l'effort, si ça se trouve, on sait jamais. Bon, et donc je vais voir le documentaire et là il y a plein de choses qui me dérangent, mais j'arrive pas à dire quoi pendant le visionnage. Et au bout d'un moment, j'ai le réflexe que j'avais jamais eu jusqu'à ce moment-là, c'était de mettre en pause le documentaire. À un moment donné, il a vraiment dit un truc, ils disent un truc dans le reportage qui m'interpelle, et je me dis non, c'est bizarre, et puis hop, je mets en pause et je vais vérifier l'information sur internet. Je tombe sur des sites du coup de spécialistes qui montrent que l'argument en question, je sais plus quel c'était exactement, mais que l'argument en question était déformé, que c'était pas vraiment passé comme ça. Je me dis tiens, c'est bizarre quand même. Alors je reprends la lecture du documentaire et de nouveau plein d'arguments qui s'enchaînent. Alors bon, à l'époque je savais pas que ça s'appelait le millefeuille argumentatif, c'est une technique habituelle dans les documentaires complotistes, c'est d'enchaîner très rapidement les arguments avec une musique entêtante pour pas vraiment vous laisser le temps de réfléchir aux arguments en tant que tels, mais pour juste insuffler dans votre esprit le fait que, enfin le doute en fait, le fait que il y a quand même quelque chose. Vous voyez, il y a tellement d'arguments en fait. Sauf que quand on met sur pause le documentaire à chaque argument factuel et qu'on va vérifier à chaque fois, eh ben on se rend compte que qu'en soi, finalement, tous les arguments sont faux ou déformés. Voilà, et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience, tiens, il n'y a pas que les riches, les puissants, les politiques qui me mentent. Finalement, il y a aussi les gens ordinaires, comme tout le monde, dans des documentaires qui sont bien faits, mais qui en fait racontent n'importe quoi. Et cette espèce de prise de conscience a été un peu douloureuse, parce que du coup, il fallait un petit peu se méfier de tout le monde à partir de là. Et après, il y a des amis qui m'ont fait découvrir des chaînes YouTube sur le développement de l'esprit critique, notamment Hygiène mentale, La Tronche en biais, qui ont permis de poser une structure à ce moment-là, parce que finalement l'esprit critique et plus particulièrement la recherche d'informations, la vérification de sources, ce genre de choses, le tri des informations qu'on reçoit, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas une compétence qui est innée comme ça, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'apprendre et à, je l'espère, moins me tromper, justement. Voilà. Merci. Comme on le disait tout à l'heure, le terme complotisme, c'est très récent qu'il soit autant employé, autant démocratisé. Mais malgré tout, c'est un phénomène qui ne date pas d'hier. Et là, du coup, je vais plutôt m'adresser à l'historienne. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter, Marie Pelletier, les antécédents historiques ? Alors, le complotisme en tant que tel est un phénomène historiquement ancien, puisqu'on retrouve des écrits qu'on peut qualifier de conspirationnistes déjà durant l'Antiquité, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui a quasiment toujours existé dans l'histoire humaine. Mais il y a quand même un moment idéologique très important pour comprendre le conspirationnisme contemporain, donc celui qui nous touche maintenant, c'est la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est très important à rappeler parce que c'est un contexte français en plus, le contexte de la pré-révolution française, où on va voir se multiplier toute une série d'écrits conspirationnistes qui visent à discréditer l'élan révolutionnaire et qui émanent en gros de forces qu'on peut qualifier de monarchistes, et catholiques, etc. Enfin, des gens qui n'ont pas envie que la révolution ait lieu, quoi. Et qui jettent le discrédit sur les révolutionnaires en disant en gros que
que tout ça n'est qu'un complot de la franc-maçonnerie et des Illuminés de Bavière, justement, les fameux Illuminati. Donc c'est à ce moment-là qu'une certaine littérature structure une certaine forme de discours, si vous voulez, qui dit justement ce qu'on nous raconte est en fait une mise en scène au service des intérêts de la franc-maçonnerie. Puis bon, heureusement, ça n'empêche pas la révolution d'exister, comme vous le savez, mais il se fait que cette littérature existe et qu'elle va continuer à être diffusée durant tout le 19e siècle et qu'elle va très vite s'imprégner de la sémantique antisémite, parce que ça c'est aussi quelque chose évidemment de très important à rappeler, c'est qu'historiquement conspirationnisme et antisémitisme se donnent généralement la main, c'est-à-dire que le conspirationnisme est éminemment une arme antisémite, puisque historiquement le complotisme a énormément aidé à justifier la haine des juifs, puisque généralement quand on dit qu'il y a des intérêts cachés de quelques-uns, on en vient assez rapidement aux personnes juives, historiquement parlant. Et donc le complot maçonnique va vite devenir, dans une certaine littérature, le complot judéo-maçonnique, expression dont vous avez sans doute déjà entendu parler, voire le complot juif. Et donc, durant le 19e siècle, on a toute une série d'écrits antisémites, en fait, comme par exemple le discours du rabbin, qui décrivent ce qui serait un plan juif de conquête du monde à travers les révolutions, justement, à travers les révolutions politiques, industrielles, économiques, etc. C'est d'ailleurs un schéma de pensée qu'on retrouve encore très fort actuellement. Donc là, je vous la fais vraiment courte, mais autre moment très important pour comprendre le complotisme contemporain, c'est la jonction entre le 19e et le 20e siècle, avec un écrit majeur qui est le Protocole des Sages de Sion. Protocole des Sages de Sion, intéressant aussi que ça se passe aussi dans un contexte pré-révolutionnaire également, comme quoi il y a quand même un continuum au niveau de la sémantique, mais c'est plus la pré-révolution française, bien évidemment, c'est la pré-révolution russe, puisque c'est les partisans du tsar, la police du tsar plus particulièrement, qui commencent à craindre l'opposition au tsar et qui décident de commander un faux antisémite, conspirationniste, pour discréditer les opposants et pour, au passage, taper sur les juifs, évidemment. Je ne vous rappelle pas que fin du 19e et début 20e siècle, l'antisémitisme est très très haut, aussi bien en Europe qu'en Russie. Et donc, ce texte, on ne sait pas, il y a encore un débat entre les historiens sur qui l'a écrit exactement, mais à la rigueur, ça n'a pas énormément d'importance. On sait qu'il a été produit à Paris, qu'il s'inspire très largement des textes précédents que je vous ai très brièvement décrits, comme le discours du rabbin notamment. Et pour la petite histoire, le tsar ne va pas l'utiliser en fait de manière directe, mais en fait, une fois qu'il est produit, il va commencer à circuler en Europe. Et il circule en Europe dans le contexte de la première moitié du XXe siècle. Donc il est produit à la jonction entre le XIXe et le XXe siècle. Il y a aussi un petit débat sur la date exacte, mais peu importe. Donc le tsar ne l'utilise pas, la révolution russe a lieu quand même, comme vous le savez. Mais surtout, début du XXe siècle, bien évidemment, première moitié du XXe siècle, c'est toute la montée des fascismes et du nazisme en Europe. Et en fait, les protocoles des Sages de Sion va vraiment devenir un texte majeur pour justifier, pas seulement pour justifier la haine anti-juive, pour justifier le génocide, enfin pour justifier le projet d'extermination. Ça, je pense que c'est extrêmement important à dire parce que, par exemple, dans Mein Kampf d'Hitler, le protocole des Sages de Sion est une référence récurrente pour dire il va falloir régler ce problème. Donc c'est un vrai argument pour l'extermination. La Deuxième Guerre arrive, vous voyez que je remonte vite dans le temps, hein. C'est un parcours historique très rapide. La Deuxième Guerre mondiale arrive, le génocide juif bien évidemment se produit, et après le génocide, et franchement il ne manquerait plus que ça, il y a quand même une prise de conscience des gouvernements européens, même des pays, enfin des citoyens de manière générale, enfin je l'espère, de ce à quoi tout ça a conduit, bien évidemment. Et donc il y a l'interdiction de toute une série d'écrits antisémites et conspirationnistes, en tout cas d'interdiction à la vente. Hein, c'est-à-dire que les protocoles de Sages de Sion, par exemple, sont interdits dans tous les pays d'Europe. Ça ne les empêchera pas totalement de circuler, comme toujours, mais enfin, je rappelle quand même qu'il n'y a pas Internet à l'époque. Hein, c'est quand même... Et ça veut dire qu'il y a quand même une certaine marginalisation de ce discours et de cette littérature, deuxième moitié du XXe siècle. J'ai bien dit marginalisation, ce qui ne veut pas dire disparition. Bien évidemment, par exemple, que dans les cercles d'extrême droite, etc., cette littérature va continuer à circuler. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte, et ça je pense que c'est très important à comprendre, une sorte d'opprobre social qui est jetée sur ces discours. Alors que le complotisme était extrêmement mainstream, première moitié du XXe siècle. C'est aussi, plus collectivement, ce que moi j'appelle la force du plus jamais ça, qui est un peu le grand récit de société qui a porté nos sociétés deuxième moitié du XXe siècle, où on s'entendait tous globalement pour dire maintenant la priorité c'est de défendre les institutions démocratiques pour que plus jamais le fascisme ne revienne, pour que plus jamais le génocide ne se produise,
et même pour que plus jamais la guerre ne revienne. Et je pense, ici, enfin, j'allais dire ma génération, mais je pense que ça peut concerner tout le monde, on a été baignés par ça, et on a été baignés aussi par cette idée que ça ne reviendrait pas en quelque sorte. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que quand on arrive au XXIe siècle, c'est à ce moment-là qu'il y a une rupture par rapport à ce plus jamais ça, et par rapport à cette marginalisation du discours conspirationniste. On arrive début des années 2000. D'abord, début des années 2000, c'est la massification du web. Le web qui existait déjà, évidemment, mais qui se massifie, c'est-à-dire de plus en plus de gens y ont accès, en tout cas dans nos sociétés. Et il y a cet événement qui fait la couve de mon livre, le 11 septembre 2001. Et j'allais y venir justement parce que, donc effectivement, c'est le titre de votre ouvrage, c'est l'ère du complotisme. Et pour vous, cette nouvelle ère, elle est ouverte par le 11 septembre 2001. Voilà, exactement. En fait, c'est le 11 septembre 2001, effectivement, à mes yeux, a auguré ce que moi j'ai appelé l'ère du complotisme. C'est-à-dire qu'en fait, le 11 septembre 2001 n'a rien créé en termes de conspirationnisme, mais il a permis d'aller remobiliser toute cette vieille littérature dont je vous ai brièvement parlé, tout ce vieux schéma de pensée, à l'aune d'un événement foncièrement traumatique. Je vais juste décrire brièvement pourquoi, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi le 11 septembre 2001 tout d'un coup a fait revenir le conspirationnisme. J'aime toujours rappeler que le 11 septembre 2001, c'est un choc traumatique énorme pour nous. Ça a été un choc traumatique énorme pour nous tous. Pour simplifier un peu et pour rebondir sur ce que je disais juste avant, le 11 septembre 2001, c'est la fin du plus jamais ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, cette fameuse certitude qu'on avait, ou en tout cas cet espoir très fort que la guerre ne nous toucherait plus, etc., le 11 septembre 2001, on se dit « Ah ben merde, en fait, si, ça peut nous retoucher ». Je fais toujours l'exercice partout où je vais, je dis « Je pense qu'on peut tous se rappeler là où on était quand on a appris le 11 septembre 2001 ». Et à chaque fois que je dis ça, les gens acquiescent. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements historiques où on peut se dire ça. Donc ça montre le choc très très grand qu'a été l'événement, cette impression qui est plus qu'une impression mentale, hein, aussi émotionnelle, que la violence peut nous retoucher, que nos sociétés sont à nouveau fragilisées. Et quand il arrive comme ça un événement extrêmement traumatique, on a besoin d'un récit explicatif. Et ça, c'est un besoin humain, tout à fait normal. On a besoin d'une histoire qui nous raconte ce qui nous arrive. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le plus jamais ça dont je vous ai parlé était déjà en train de s'éloigner et qu'on peinait un petit peu à raconter ce qui nous arrivait. C'est-à-dire que le récit démocratique était quand même plus aussi puissant que quelques années auparavant. Et le choix qui a été donné, surtout, le choix qui a été pris par l'administration Bush et ses alliés à ce moment-là, directement après les événements, c'est non pas de parer cet événement du récit démocratique, hein, de dire on va défendre nos institutions, etc. Ça aurait pu être un choix. Mais il ne fait pas ce choix-là, il fait le choix de ce que moi j'appelle le récit civilisationnel, c'est-à-dire qu'il choisit de cliver énormément les opinions publiques autour de cet événement. Rappelez-vous son premier discours, à mon avis tout le monde s'en rappelle au moins vaguement, l'axe du mal... destruction massive. Non, mais ça va venir juste après. Voilà. Ça justifie justement... Je vais juste en dire un mot. Tout à fait, c'est tout à fait juste, mais pas encore dans le premier discours. Ouais, mais c'était pas tout de suite. Voilà. Le jour même, hein, il dit, rappelez-vous, il paraphrase le Christ, hein, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il dit, nous sommes les ténèbres, vous êtes les ténèbres, pardon, et nous sommes, les ténèbres attaquent la lumière. Donc ça, c'est pas le récit démocratique en termes de récit, hein, je parle. C'est le vieux récit civilisationnel, c'est-à-dire celui qui est à l'œuvre dans les croisades, celui qui est à l'œuvre dans la colonisation, etc. C'est l'idée, il y a les civilisés et il y a les barbares. Et ça a énormément réveillé des vieilles mémoires en fait, hein, c'est-à-dire justement la mémoire de l'oppression occidentale, la mémoire des événements que je viens de vous dire, les croisades, la colonisation, etc. Et ça veut dire qu'il y a toute une série de citoyens, à l'intérieur même de nos sociétés, mais aussi à l'échelle internationale, qui ne se sont pas retrouvés dans ce récit. Qu'on dit, mais moi j'accepte pas ce pacte. D'autant que ce pacte, rappelez-vous, il a quand même justifié toute une série de politiques extrêmement discutables. Notamment le Patriot Act, hein, toutes les politiques sécuritaires. Et puis justement, j'y viens, les politiques d'intervention à l'étranger, on pourrait dire, l'Afghanistan très vite après les événements, dont on a commémoré le 20e anniversaire de l'invasion, en même temps quasiment que le 20e anniversaire du 11 septembre, et effectivement, 2 ans après, l'Irak. Alors justement, je vais dire un petit mot sur l'Irak, juste pour expliquer pourquoi le récit conspirationniste arrive dans tout ça. C'est que déjà, donc, autour du 11 septembre 2001, il y a eu pas mal de défiance et de gens qui ne se retrouvaient pas dans le récit perçu comme officiel des événements. D'ailleurs, très vite, commence à éclore effectivement une littérature conspirationniste autour du 11 septembre. Le livre de Thierry Messant, L'effroyable imposture, il paraît quelques mois après l'événement.
Et donc, il y a directement la mise en branle d'un récit complotiste, que moi je qualifie d'antisystème, hein, qui remet en question ce que le système nous dirait. Je vous dirai après d'où ça vient, mais ça ne vient pas de nulle part. Mais surtout, je voudrais dire un petit mot sur 2003, c'est que 2003 va complètement sceller cette défiance, en effet. Parce que 2003, c'est toujours effectivement le 11 septembre 2001 qui est en toile de fond. Et surtout, on le sait tous, l'administration Bush avance un mensonge pour justifier l'intervention, puisque c'est la fameuse fable des armes de destruction massive, la petite fiole de Colin Powell. Hein. Et rappelez-vous, non seulement il y a ce mensonge, petite parenthèse, tout le monde sait que c'est un mensonge. Hein. Ça, je pense que c'est important à rappeler justement pour ne pas être complotiste, c'est parce qu'on croit toujours que tout le monde croit ce qu'on nous dit. Mais en fait, non, à ce moment-là, moi je me rappelle très bien qu'on savait déjà tous que c'était un mensonge. Les médias le disaient déjà. Moi j'ai relu les médias de l'époque, tout le monde le disait. Donc il y a effectivement ce mensonge avéré, et donc il y a un désaveu très grand, parce qu'en plus, rappelez-vous, il y a une opposition très forte à cette intervention. Rappelez-vous les grandes manifestations de 2003 contre l'intervention en Irak, hein, dans toutes les villes, j'allais dire d'Europe, mais pas seulement d'Europe, hein, du monde en fait. Et donc, c'est très important à rappeler, j'en terminerai là pour ce rapide parcours historique, mais c'est que le récit, le 11 septembre 2001, c'est à la fois la réactivation de la posture civilisationnelle, dont on voit beaucoup les dégâts aujourd'hui, hein, ça continue à faire des dégâts ce truc-là, hein, l'ultra-focalisation, notamment autour de la question de l'islam dans notre société, parce que évidemment, quand on dit les barbares, c'est qui les barbares, hein, on connaît tout le glissement sémantique qui a eu lieu, hein, c'est les terrorismes, enfin c'est peut-être aussi les islamistes, enfin c'est peut-être aussi les musulmans, donc peut-être que l'islam doit disparaître de notre société. Bon, Zemmour étant par exemple un parfait prolongement de ça. Et il y a d'autres acteurs politiques qui vont proposer ce qu'ils ont présenté comme un contre-récit en quelque sorte, le récit antisystème, le récit conspirationniste. Donc je parlais notamment de Thierry Messant qui est un petit peu le pape au niveau francophone de ça. Mais ce qui est important à dire, c'est que ce récit antisystème et conspirationniste, il vient remobiliser quoi, quant à lui? Il vient remobiliser tout le vieil antisémitisme dont je vous parlais. Donc bien sûr, Bush vient remobiliser, on va dire, le racisme, etc., de la colonisation et des barbares, mais le récit antisystème, il vient aussi remobiliser une haine ancienne, et qui existe profondément dans notre société. Et ce qui est important à dire aussi, c'est quand je dis ça vient pas de nulle part, ce discours, c'est qu'évidemment que les acteurs idéologiques qui vont porter ce discours-là très fort dans les années 2000, effectivement d'ailleurs c'était beaucoup sur les forums, etc., ce sont des acteurs politiques qui avaient un ancrage, alors soit à l'extrême droite, pour beaucoup d'entre eux, je pense que ça c'est important à rappeler, soit aussi dans certains milieux d'extrême gauche par ailleurs, mais aussi et surtout, et ça je viens avec ma casquette de spécialiste de la Syrie, parce que j'ai travaillé beaucoup aussi sur la Syrie, ce sont des gens qui étaient dans des logiques de propagande, c'est-à-dire, reprenons l'exemple de Messant, ce sont des gens qui, pour beaucoup, avaient déjà des liens avec les régimes autoritaires. Messant, aujourd'hui, il vit à Damas, il s'en cache pas du tout, hein. Il intervient tout le temps dans les médias iraniens, etc. Mais c'était déjà le cas dans les années 2000, en fait. Il vivait déjà au Liban, il était déjà proche du Hezbollah, etc. C'est pas pour ça que j'ai dit qu'il y a un complot d'Assad et tout ça, hein, pas du tout. Mais ça veut dire que ce récit, si vous voulez, qui cherchait à discréditer la démocratie, en disant la démocratie vous ment, etc., bien évidemment que c'est un récit qui était extrêmement utile pour les régimes autoritaires, pour discréditer les démocraties occidentales et se présenter en quelque sorte comme quasiment des meilleurs défenseurs de la démocratie que la démocratie elle-même. Et donc c'est très important à comprendre ça, c'est que c'est un discours qui s'est ancré aussi directement dans des logiques de propagande. C'est pour ça que moi, en plus de parler de complotisme, j'aime beaucoup parler de propagande, et d'ailleurs je suis contente, enfin non, je n'allais pas dire je suis contente, c'est horrible de dire ça, mais je dis ce qui est positif comme évolution avec la guerre en Ukraine, je ne vais pas dire que je suis contente avec la guerre en Ukraine, ce serait horrible, c'est qu'on reparle de propagande à l'heure actuelle, alors qu'il y a quelques années, c'était un mot qui avait presque disparu, et je pense que c'est très important à rappeler ça, c'est que les théories du complot, elles ne circulent pas comme ça en l'air de manière complètement gratuite. Il y a des logiques politiques derrière ça et il y a des acteurs politiques qui les utilisent simplement pour défendre leurs intérêts. Et voilà. Et donc, ce récit civilisationnel et ce récit antisystème, ce n'est pas deux récits qui s'opposent en fait. C'est deux récits qui fonctionnent ensemble. Et c'est notamment ça que j'analyse dans Obsession, c'est qu'on a deux obsessions en fait qui parasitent en continu le débat public actuellement. Voilà, j'ai vraiment synthétisé deux bouquins, quoi. Après, à noter, c'est vrai, juste pour rebondir sur l'antisémitisme avec les théories du complot sur le 11 septembre, c'est que par exemple, dans les arguments les plus forts qui sont avancés, pas les plus forts, mais les plus courants qui sont avancés dans les théories du complot sur le 11 septembre, on trouve des arguments très antisémites, comme par exemple le fait que
Ça a beaucoup été poussé par un journal pakistanais, je crois aussi, qu'il y avait 4000 juifs dans les tours du 11 septembre qui auraient été informés, prévenus de l'attentat et qui ne seraient pas venus travailler ce jour-là, exprès pour pas... prévenus la veille, par mail. Voilà, ils auraient tous été prévenus la veille. C'est bien qu'on a dû publier des listes de juifs. Le 11 septembre, c'était un mardi. Ils auraient eu l'information le lundi. C'était un début de semaine. Enfin bon, voilà, mais du coup, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Et aussi les dancing israélis, les Israéliens dansant, soi-disant, donc on aurait trouvé des Israéliens en train de... Alors, il y avait des étudiants israéliens qui étaient, non pas en train de danser, mais qui étaient sur une camionnette en train de filmer l'événement. Et donc, ça s'est transformé en une espèce de récit. Ah voilà, c'était les agents secrets qui avaient organisé le complot, les agents secrets israéliens qui étaient restés là et qui se réjouissaient du fait qu'il y avait les tours en train de s'effondrer. Et donc, ça, c'est inscrit dans une logique profondément antisémite. C'est juste pour rebondir sur ce point-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, à partir de ce moment du 11 septembre jusqu'à nos jours, il y a une espèce d'accélération où on va croiser beaucoup plus rapidement, où il y aura une production de théories du complot qui va fuser de plus en plus. Je vais citer pêle-mêle quelques événements qu'il y a eu après. Mais on peut penser aux attentats de Charlie Hebdo, à ceux du Bataclan. En 2017, avec l'élection de Trump, on avait eu le truc des faits alternatifs. Et puis après, il y a eu la non-réélection de Trump et l'invasion du Capitole par ses partisans. Et puis il y a eu aussi pour les Gilets jaunes, on a parfois parlé de complotisme. Il y a eu évidemment la crise du Covid qui a généré des théories du complot pour plein de raisons différentes, qu'on parle de l'apparition du virus en Chine, qu'on parle des vaccins. Il y a aussi eu le documentaire Hold Up. Et puis on arrive aujourd'hui avec la guerre en Ukraine qui elle aussi génère pas mal de discours et de controverses. Pour la guerre en Ukraine, on parle pas mal de guerre de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire en fait cette guerre de l'information et est-ce que ça a un lien avec la guerre de la narration dont vous parlez dans Obsession, je crois? Ouais, ça a complètement un lien parce que c'est la question de la mise en récit. Ce qu'il faut dire, notamment dans les événements que vous venez de rappeler, c'est que tous les événements ne génèrent pas du conspirationnisme. Ça, je pense que c'est très important de rappeler parce qu'il y a plein d'événements qui passent totalement dans l'indifférence et sur lesquels il n'y aura pas de théorie du complot. C'est-à-dire que... Comme lesquels, par exemple? Plein d'événements, il y a plein de guerres qui ne génèrent pas de conspirationnisme parce que tout le monde s'en fout, en fait. C'est ça qui est terrible à dire. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Plein de guerres ou plein de situations d'injustice, tout simplement, des situations d'injustice sociale, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, plus un événement est chargé en symbole, plus il va générer du conspirationnisme. Parce que le conspirationnisme, sa plus-value, notamment, il y en a plusieurs de plus-values, mais c'est qu'il casse le symbole, en fait. Il jette le doute, comme vous avez rappelé, il jette le doute sur les événements et donc il décharge l'événement de symbole. Alors, par exemple, Charlie Hebdo, c'était un événement extrêmement symbolique et qui a été extrêmement chargé symboliquement en plus par le gouvernement français. C'est-à-dire qu'on a choisi, et je ne critique même pas en le disant ça, je fais un constat, on a choisi de revêtir cet événement d'une force de symbole très très forte, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler ce que Bush avait fait au moment du 11 septembre 2001, quelque part, en termes en tout cas du choix de charger l'événement sémantiquement. Et donc, ça, c'est juste pour rappeler ça, parce que c'est important. Alors, la guerre en Ukraine, j'allais dire la guerre en Syrie, j'ai vraiment un biais avec ça. La guerre en Ukraine, quand on parle de guerre de l'information, en fait, ce qui se passe, c'est que le problème de notre société actuellement, c'est que le récit complotiste a pris énormément de place dans notre société. C'est-à-dire que, justement, les acteurs de propagande, notamment, ont pu utiliser le complotisme à chaque moment de crise, chaque moment chargé symboliquement, le Covid aussi en était un, pour proposer un contre-récit, ce qu'on appelle aussi récit de désinformation. Moi, je n'utilise pas trop le mot désinformation parce que je le trouve un peu trop flou, mais j'aime bien dire contre-récit, c'est-à-dire pour proposer un récit qui, soi-disant, s'oppose au récit officiel. Et c'est exactement la logique du récit complotiste pendant le Covid. On vous dit que c'est bien de vous faire vacciner, mais en fait, la vérité, c'est que... Et en fait, cette logique-là, elle a été portée notamment par les acteurs pro-Kremlin, bien évidemment, Russia Today, etc., qui ont, comme par hasard, été très actifs dans tous les moments que vous avez décrits, en tout cas durant les Gilets jaunes, par exemple, ou pendant le Brexit, etc., parce qu'on aurait pu dire aussi le Brexit dans les événements.
Et c'est-à-dire qu'ils ont su utiliser ces moments de crise à chaque fois pour proposer ce récit de rupture. Et la guerre en Ukraine, évidemment, c'est un petit peu la mise en abîme de tout ça. C'est un petit peu la mise en abîme de cette guerre entre les récits. Alors, ce qui est très important, c'est que, d'une part, nous, notre récit, en fait, collectif, il est pas top ici, en Occident, pour le moment. Et le récit démocratique que je vous ai décrit, celui de la deuxième moitié du XXe siècle, il est plutôt affaibli. Donc, en fait, on a le discours conspirationniste, mais en face, il faut quand même le reconnaître, hein, c'est que nous, démocrates, on peine à porter j'ai presque envie de dire, un contre-récit à ce récit conspirationniste. Et je pense que la guerre en Ukraine, pour ça, montre quand même une évolution un peu positive. Là, je ne parle pas en termes de ce qui se passe sur place, hein, mais en termes de réaction. C'est-à-dire que même les gens qui ont été dans le déni jusque-là, sur tout ce qu'on disait, quand on disait faites attention à la désinformation, à la propagande, au complotisme, ils disaient oui, vous exagérez, etc. Là, ils se rendent compte quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même chez certains une prise de conscience, d'abord de la gravité des événements en Ukraine, bien évidemment, de la très grande gravité du comportement de Vladimir Poutine, alors que pendant très longtemps, beaucoup ont minimisé le rôle néfaste de Poutine à l'international, parce que le discours complotiste a beaucoup participé à ça. Et donc, beaucoup de gens se rendent compte à la fois de la gravité de ce qui se passe, et qu'en même temps, justement, il y a plein de discours qui ont œuvré quelque part à ce que ça puisse se passer comme ça. Et donc j'ai quand même le sentiment, alors c'est vrai qu'il y a une guerre de l'information, qu'on doit se battre contre la désinformation, etc., mais qu'il y a un certain réveil. C'est-à-dire qu'il y a une certaine réaction. Je ne parle pas seulement des acteurs de la désinformation qui évidemment se battent depuis longtemps sur ces questions, j'ai envie de dire des citoyens lambda qui se rendent compte qu'en quelque sorte il y a quelque chose à défendre. Et je pense que c'est ce qu'on avait un peu perdu dans notre société, c'est l'idée que face à la propagande, face au discours de haine aussi, hein, parce que tout ça, ça brasse aussi beaucoup de discours de haine, on n'a pas encore parlé, enfin si on a parlé d'antisémitisme, mais on sait bien que c'est un discours de haine, mais face à ça, il faut quand même une posture un peu combative. Et je trouve que, je vois quand même, je trouve qu'on vient de loin sur ces questions et que quelque part, alors c'est terrible de dire on s'améliore à l'aune de quelque chose d'aussi grave, évidemment, mais il faut quand même l'observer. C'est vrai que je vous rejoins sur le côté rassurant en fait quelque part du soutien massif, vraiment majorité écrasante de soutien en faveur de l'Ukraine. Ça c'est le côté rassurant. Après peut-être que je m'attirerai un petit peu le propos sur les gens qui étaient dans le déni jusque-là et qui se rendent compte que c'est grave. Je me rends compte, donc je suis au quotidien depuis des années des groupes complotistes, donc sur à peu près tous les sujets, hein, des groupes sur les chemtrails, sur QAnon, sur un petit peu tous ces sujets-là. Et sur ces groupes-là, j'ai vu se transformer le complotisme autour du coronavirus en complotisme pro-Poutine. C'était écrasant et absolument évident. Après, il y a certaines personnes, enfin j'ai vu aussi une certaine partie des gens partir de ces groupes à ce moment-là. Donc c'est vrai, mais c'était quand même quelque part une minorité et globalement le discours complotiste a adhéré très rapidement au discours pro-Poutine et au narratif russe à ce moment-là. Simplement pour rebondir, je ne parlais pas des complotistes évidemment, hein, pour eux je ne pense pas qu'ils aient changé d'avis, mais simplement pour rebondir, moi je ne pense pas qu'ils sont devenus pro-Poutine, je pense que pour la plupart ils étaient déjà pro-Poutine. En tout cas ils étaient dans de bonnes dispositions, oui, ça c'est sûr. Après, clairement, bon, j'ai été étudiant pendant un an en Russie, en 2014, donc pile au moment des événements de Maïdan. Donc ça a été quand même quelque part pour moi, au moment où j'y allais, je me disais il faut quand même que je fasse attention à ce que je dis, etc. Voilà, l'œil de Moscou. Et je me suis senti en fait beaucoup plus libre que ce à quoi je m'attendais là-bas, en termes de parler avec les gens, de discours, parce qu'en fait les jeunes russes, en tout cas à Saint-Pétersbourg et à Moscou, c'est-à-dire dans la jeunesse cultivée et qui a accès à l'éducation, qui a accès aux soins, etc. Donc la jeunesse déjà privilégiée en Russie, il y avait quand même une forte propension anti-Poutine en réalité, et donc un discours très très libéré à ce niveau-là. Et en fait, c'est plus les personnes à partir de 40, voire même 45-50 ans qui vont être pro-Poutine en réalité en Russie. Et actuellement, il y a, je l'observe avec mes amis russes du coup, qui sont
un petit peu catastrophée parce qu'il y a une espèce d'opposition générationnelle actuellement en Russie avec une population de plus de 45-50 ans qui adhère massivement et sans retenue à la version, le narratif russe sur la guerre en Ukraine et sans aucun filtre critique. Et à côté de ça, la jeunesse russe qui est plutôt favorable à Navalny, à tous ces mouvements très libéraux en réalité. Et qui, par Internet, voient qu'il y a un problème quand même en Ukraine, qu'il y a des bombardements contre des civils, etc. Et qui, du coup, sont choqués par la guerre en Ukraine et qui sont plutôt en tout cas, il y en a beaucoup qui sont plutôt opposés à ça. Il y a eu de grosses manifestations à Saint-Pétersbourg et à Moscou, au péril un petit peu, peut-être pas au péril de leur vie, mais en tout cas à leur risque et péril, parce que bon, il y a des arrestations massives et tout ça quand même. Donc voilà, enfin, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a cette espèce d'opposition générationnelle en ce moment en Russie qui est intéressante. Et le narratif russe qui ne prend pas, et en même temps qui se sert du coup d'outils qu'il a utilisés jusqu'ici avec les bots, les astroturfing, c'est-à-dire ces espèces de mouvements de soutien populaire qui sont en fait simulés par des comptes inexistants, par des comptes par des robots quoi, en quelque sorte sur Internet, qui appuient des personnes, qui appuient des idées de manière artificielle. C'est-à-dire que quand vous allez pouvoir passer une information pro-russe qui est retweetée, likée des milliers de fois, vous allez vous dire waouh, du coup il y a peut-être quelque chose de vrai, il y a un vrai soutien derrière, sauf qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a souvent des opérations avec des centaines ou des milliers de robots, en fait c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Et donc les bots russes, les fameux bots russes. Bon après il y a eu... Enfin voilà, ça c'est des techniques qui sont employées, tout ça, sauf qu'en face on a vu émerger, et ça c'est super intéressant, du côté ukrainien, on a vu émerger une espèce de communication de guerre qui aussi utilise des fakes parfois, il faut quand même le noter, mais qui essaye de rendre la défense contre la Russie fun, entre guillemets, c'est-à-dire qui va publier de nombreux mèmes Internet, c'est-à-dire des images avec, vous savez, des messages très percutants qui vont avec des images de tanks explosés, mais avec de l'humour dedans, en fait, si vous voulez, c'est-à-dire qui dédramatisent en quelque sorte le conflit qu'ils vivent tous les jours et qui rendent très populaires certaines figures, certains mots. Le fameux Idinarko et des soldats ukrainiens qui étaient bloqués sur l'île du Serpent, dont on a vu qu'en fait ils n'étaient pas morts finalement. Donc Idinarko, je ne le traduirai pas pour vos chastes oreilles, mais c'est une insulte en russe que les soldats ukrainiens bloqués à l'île du Serpent auraient dit aux soldats russes qui voulaient les attaquer. Donc après il y a eu des mèmes, des images, un petit peu de culture pop comme ça qui ont émergé, qui mélangent de la culture pop, justement du Star Wars, des trucs comme ça avec les événements réels, qui rendent vraiment le conflit un petit peu qui gagne l'adhésion populaire par la dédramatisation comme ça, avec aussi on a vu les anti-chars Javelin ou NLAWs qui sont utilisés par les soldats ukrainiens contre les blindés russes, qui sont devenus aussi un symbole de résistance, avec beaucoup d'images ou de dessins avec ces missiles anti-chars et tout ça. Et en fait, quelque part, la communication ukrainienne, par son côté moins dramatique que la communication russe, a gagné les cœurs, en fait. A gagné massivement les cœurs de la jeunesse sur les réseaux sociaux un peu partout dans le monde. Oui, ça rebondit bien sur la question de la guerre de l'information, pour le coup. Ouais. Et je voulais rebondir sur quelque chose que vous disiez aussi, c'est que les complotistes qui parlaient du Covid ont rapidement basculé sur la guerre en Ukraine. Par exemple, il y a une théorie du complot qui a circulé qui dit que l'intervention russe en Ukraine, ça ne visait que des laboratoires militaires américains, parce que c'était des laboratoires d'armes biologiques et qu'ils étaient en train d'essayer de créer une nouvelle version du Covid, et que du coup c'était pour ça la guerre en Ukraine. Donc là, ça relie Covid et Ukraine, on sait pas trop d'où, il n'y a même pas de logique, mais... Est-ce qu'il y a une logique en fait ? C'est ça qui est important à dire. Parce que moi je vous interromps. Non, parfait, allez-y. C'est juste pour rebondir, parce que c'est une question assez importante.
J'ai eu pas mal de demandes presse là, depuis 15 jours sur ça. J'ai d'ailleurs donné, je pense, une interview sur France Info qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux, mais bon, bref, sur cette question entre le lien entre propos conspirationnistes sur le Covid et propos sur la guerre en Ukraine. En fait, c'est pas des gens qui tout d'un coup passent d'un sujet à un autre. Je m'excuse, hein, vous voyez, j'ai une obsession avec la sémantique, mais c'est une même sémantique. C'est en fait la trame du discours anti-système. C'est-à-dire que pour le Covid, par exemple, quelqu'un qui va croire qu'on nous manipule avec les vaccins, etc., il le fait parce qu'il est dans un postulat anti-système. Il est dans le postulat que les dirigeants nous mentent, nous manipulent et qu'il y a un complot derrière ça, etc. Et en fait, ce logiciel anti-système, il le reporte exactement de la même manière sur la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que c'est aussi, les médias nous mentent, nos politiques essayent de nous faire croire un truc, mais en fait, c'est pas la vérité. Et donc, on va aller chercher le récit alternatif chez Poutine. Et donc, en fait, c'est pas tellement... parce que j'ai vu dans plusieurs médias certains formulaires en disant « les anti-vaccins sont devenus pro-Poutine ». Non, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai eu en boutade, je disais « mais il l'était déjà avant ». C'est qu'en fait, déjà depuis des années, ils sont persuadés, je caricature un peu, mais que l'Occident nous ment de toute façon. Et donc, ils vont chercher l'information vers des sphères qui se présentent comme alternatives. Les sphères qui se présentent comme alternatives, qui sont généralement conspirationnistes, sont hyper gangrénées et portées par les régimes autoritaires, mais depuis des années et des années. Moi, directement, quand j'entends ça, je pense à la Syrie, par exemple. C'est qu'évidemment, s'il y a bien une guerre qui a souffert de conspirationnisme, c'est bien le conflit syrien. Parce qu'à la fois, c'était un grand complot de l'Occident, en Syrie, soi-disant, et en même temps, soi-disant, c'était une opposition entre djihadistes et laïcs. Enfin, il y avait des confusions et de la désinformation dans tous les sens. Et en fait, les personnes qui défendaient le Bachar el-Assad en Syrie, c'est-à-dire qui étaient dans ce discours conspirationniste sur la Syrie, je les ai retrouvées déjà au moment du Covid, dans les discours anti-vaccins. Et c'est pas juste, ils ont switché, ils sont allés dans un autre truc. Non, c'est la même trame, c'est la posture anti-système qui va les amener à plaquer toujours le même logiciel sur tout ce qui arrive, et surtout à aller toujours chercher vers les mêmes sources d'informations. Donc c'est très important parce que sinon, en fait, quand je m'emballe un peu, c'est surtout par rapport aux journalistes qui à chaque fois, j'ai l'impression, découvrent en disant « Ah mais tiens, tout d'un coup, ils s'intéressent à ce sujet-là, tout d'un coup, il y a des complotistes autour de ça, comment ça se fait ?» Et j'ai toujours envie de leur dire « Mais enfin, faites les liens, faites un peu l'historique. » Je dis pas qu'il faut suivre les gens, mais il faut essayer de suivre les groupes et voir qu'en fait, c'est toujours, pas toujours les mêmes groupes exactement, mais c'est une tendance de masse des sphères alternatives par posture anti-système. Et que dans, je sais pas moi, dans 6 mois, il va y avoir un autre événement, une autre crise, j'en sais rien, une autre crise, un autre truc chargé symboliquement, et qu'on va retrouver de nouveau le même schéma. Si vous voulez. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est que, et c'est en ça que je disais que je suis un peu positive pour le moment, c'est qu'il me semble que la réaction démocratique actuellement est beaucoup plus forte que ce qu'on a pu voir pour d'autres conflits. Et que ça, c'est quand même une évolution certaine. Parce que quand tu disais, c'était très juste que les Ukrainiens savent jouer de la culture pop, etc. D'un côté, je me dis, c'est tellement injuste pour les révolutionnaires arabes, parce que les révolutionnaires arabes, ils ont fait la même chose, en fait. Mais ils étaient à la pointe au niveau communication, c'était extraordinaire. Ils utilisaient des mèmes de chats, etc. Je me rappelle, c'était des trucs mais géniaux, quoi. Mais en fait, la désinformation était telle qu'il y avait un écran, que ça ne prenait pas dans nos sociétés, en quelque sorte. Et là, je vois qu'on a fait du chemin. C'est juste pour rebondir et pour dire que voilà, les choses évoluent. Après, par rapport aux théories du complot sur l'Ukraine, je ne sais pas si vous voulez que j'en détaille quelques-unes. Si vous voulez. Que j'en évoque quelques-unes plutôt. Il y a les biolabs, effectivement, comme vous l'avez dit. Il faut savoir qu'il y a des laboratoires d'études, de trucs biologiques comme ça, des laboratoires biologiques voilà, qui existent effectivement en Ukraine depuis plusieurs années, mais en fait c'est plus des laboratoires d'études justement pour apprendre à combattre les maladies, à combattre les éventuelles armes biologiques qui pourraient être utilisées contre eux, et qui ont été développés au début en collaboration avec les Américains, mais qui ne sont pas financés particulièrement par les Américains, ni particulièrement aux mains des Américains. Et en fait, ils n'ont pas été particulièrement visés non plus, ces laboratoires, au moment de l'attaque initiale, au moment de la tentative de frappe Deep Strike sur les 70, je crois, et quelques cibles qui avaient été définies par l'armée russe, au départ pour essayer de paralyser le pays avant l'invasion. À ce moment-là, c'est pas vraiment
Je sais qu'il y a des cartes qui essayent de comparer les endroits où il y a des biolabs et les endroits où il y a eu des frappes russes pendant la première nuit de l'invasion. Et en réalité, bon, c'est simplement que c'est aux proximités des grandes villes, donc tout simplement, quoi, parce qu'il y a des trucs importants, que ce soit en termes d'objectifs militaires ou des laboratoires comme ça qui sont importants aussi. Et donc évidemment, le fait, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que les théories du complot, en tout cas les arguments en faveur des théories du complot qui prennent le mieux, c'est quand même les arguments qui se basent sur un espèce de fond de vérité. Donc là, le fond de vérité, c'est qu'il y a effectivement des laboratoires. Après, on transforme ça, on l'intègre au récit imaginaire fantasmé. Et du coup, quelque part, il va y avoir un détournement de preuves après. Genre, ah ouais, vous croyez vraiment que c'est complotiste, mais regardez, il y a des preuves de l'existence de ces laboratoires. Sauf qu'en fait, ça ne prouve pas ça ne prouve pas en fait l'ensemble de leur narratif en fait. Mais ça, c'est plus compliqué à décortiquer. Et puis, en plus des biolabs, il y a aussi ce récit de la dénazification qui était intégralement dès le départ porté par Vladimir Poutine, qui venait pas de nulle part, parce que là aussi, en 2014, parce qu'il y avait une minorité des émeutiers de Maïdan, quoi, qui étaient organisés sous un groupe néo-nazi. Et en fait, ça c'était une réalité, mais c'était une minorité en réalité du mouvement de résistance à ce moment-là de Maïdan. Et en fait, du coup, il y a eu ce narratif, déjà à ce moment-là, que c'est les États-Unis qui ont financé ces groupes néo-nazis pour pouvoir créer cette insurrection là-bas. Voilà, etc. Et donc, en fait, c'est les néo-nazis en collaboration avec les États-Unis pour essayer de changer le régime, tout ça. Et en fait, tout ça, ça a simplement été juste repris en fait. Et on voit que c'est appliqué. Alors en plus, il y a eu une erreur qui a été faite politique énorme par le régime ukrainien. Faut se rappeler quand même que Zelensky, qui est président, est d'origine juive, hein, en tout cas. Donc son grand-père se battait contre les nazis. Donc il n'est pas particulièrement nazi a priori. Simplement, à un moment donné, il y a un choix politique qui a été fait. De récompenser en quelque sorte la participation de ces groupes paramilitaires néo-nazis pendant les émeutes de Maïdan et de leur donner un os à ronger pour les garder tranquilles. Et cet os à ronger, ça a été en fait de leur créer un régiment au sein des forces armées ukrainiennes, les vraies forces armées conventionnelles ukrainiennes, sous le nom du régiment Azov. Et en fait, ce régiment du coup est composé entre autres, mais pas seulement, faut quand même le rappeler, composé entre autres de cette minorité néo-nazie, effectivement, qui a participé à Maïdan, etc. Et en fait, à partir de cette réalité qui est en fait très marginale, voilà, et absolument, qui est absolument anecdotique, parce que des mouvements néo-nazis, malheureusement, il y en a dans tous les pays, et j'allais dire que la Russie n'est pas en reste à ce niveau-là, et ben, on va partir de cette réalité très marginale pour le grossir, mettre le focus dessus et pousser le narratif comme quoi non, on n'envahit pas l'Ukraine, non, on dénazifie, tout va bien. Rassurez-vous, les nazis c'est les méchants, donc on peut taper, c'est bon. Et ça c'est un truc qu'on retrouve. Après bon, il y a plein d'autres choses, aussi les élites secrètes qui auraient en fait les élites secrètes qui dirigent le monde, les fameuses, qui auraient organisé la guerre en Ukraine pour pouvoir faire oublier les effets secondaires des vaccins. On a aussi le récit habituel de en fait il n'y a pas la guerre là-bas, on nous ment, il se passe rien, regardez, il y a des vidéos de gens qui sont à l'ouest de l'Ukraine où rien se passe et puis qui disent regardez ici tout va bien, il n'y a pas de bombardement, on nous parle de guerre totale mais en fait c'est des mensonges. Et ça c'est un truc qu'on voit beaucoup et c'est un petit peu la même logique que les hôpitaux vides pendant le Covid, avec ces gens qui se filmaient dans des services qui étaient fermés pendant l'accueil ou des trucs comme ça qui étaient fermés pendant le Covid et qui disaient vous voyez les hôpitaux sont vides, on nous ment quoi, il se passe rien en réalité, rassurez-vous tout va bien. Oui, vous êtes allé en Russie? Oui, pendant un an, oui. J'y ai étudié à l'université de Finek de Saint-Pétersbourg. Oui, je conteste pas. Non, mais... Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel niveau les Russes sont dans la population russe. Les Russes, parce que ça n'existe pas, la population russe. Elle m'a l'air, ça m'a l'air de la façon dont on parle là de la Russie, c'est comme si on donnait un bonbon à un enfant. Tiens-toi bien, tu as un bonbon et tu grandiras tranquillement. Est-ce que les Russes sont
si peu informés, s'ils savent pas. Alors, parce que les Russes, ils ont quand même, enfin la population russe a quand même eu une culture, enfin le goulag, ils savent très bien que s'ils parlent un peu trop fort, hop, direct, ça va dans les moins 30 degrés. Donc ils connaissent ça quand même, ils savent cette désinformation et cette théorie un peu complotiste, ils la connaissent. Bah, Ils la subissent en tout cas. Ouais, ils la subissent, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a une information. C'est bouger. Il y a une information très verticale en Russie avec des médias qui, pour le coup, sont vraiment beaucoup plus rattachés au pouvoir étatique qu'en France, où c'est beaucoup plus éparpillé à des puissances d'argent. Et en fait, c'est pas du tout le même modèle médiatique. On a en fait des personnes, justement, je disais tout à l'heure que les pro-Poutine en Russie sont majoritairement des personnes de 45-50 ans, qui en fait n'ont pas pris l'habitude d'aller chercher leurs informations sur internet ou sur des médias étrangers, et qui s'abreuvent essentiellement de RIA Novosti ou de médias qui sont vraiment qui relaient simplement le narratif du Kremlin. Et en fait, du coup, les Russes sont pas particulièrement c'est pas qu'ils sont particulièrement soumis ou je ne sais quoi, c'est juste qu'ils sont en fait ils sont sans arrêt baignés dans le même narratif, voilà, dans la propagande, et qui, en fait, c'est aussi un gros désavantage qu'on a dans les sociétés démocratiques comparées au régime autoritaire, c'est que nous, on a des principes comme la liberté d'expression, etc., qu'on essaye d'aménager comme on peut avec les contre-discours des régimes autoritaires, alors qu'en face, ils ont cet avantage de pouvoir d'être des régimes autoritaires et donc de pouvoir museler absolument tout ce qu'ils veulent et de proposer seulement la version dont ils ont envie. Et du coup, quelque part, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile dans un système informationnel comme ça de faire croire n'importe quoi à sa population. Comment on peut expliquer que quelqu'un s'auto-présidence pendant... Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir maintenant. Alors que quand Boris Yeltsin... Si vous voulez, on peut en discuter après. J'aurais aucun souci à avoir une discussion avec vous. C'était au niveau du complot que je disais que... Si vous voulez garder des questions pour après, parce que je vois que l'heure avance, ouais. J'avais encore quelques petits points que je voulais aborder, mais gardez vos questions sur la Russie pour après, parce qu'on fera passer le micro dans le public. Mais parce que oui, moi ce que je voulais ajouter, qui est quand même une chose importante qu'on a effleurée, mais on n'est pas allé totalement dans le sujet, c'est de on disait voilà, les personnes par exemple qui ont véhiculé ces théories du complot sur le Covid et sur la guerre en Ukraine, finalement il y a un dénominateur commun, et dans vos livres, dans vos ouvrages, vous expliquez que le dénominateur commun, c'est aussi, c'est avant tout une défiance en fait envers la démocratie. Cette culture du doute, c'est parce que les personnes ressentent une injustice ou ne se sentent pas écoutées. Juste à ce propos, je voulais lire une phrase qui est issue du rapport Bronner. En fait, c'est la commission Bronner, c'est une commission qui a été déléguée par le gouvernement récemment, qui est présidée par le sociologue Gérald Bronner, qui a travaillé beaucoup sur les biais cognitifs, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc la commission avait pour but de travailler sur le complotisme et les fake news et d'analyser ça notamment au vu du numérique. Donc leur rapport s'appelle « Les lumières à l'ère numérique » et on y trouve une phrase qui dit les études témoignent d'un niveau de complotisme en moyenne plus élevé dans les pays au sein desquels les gens se sentent socialement menacés, taux de chômage élevé par exemple, et où les institutions et les autorités sont perçues comme indignes de confiance. Et c'est exactement ce que vous dites aussi dans vos ouvrages, Marie-Pelletier. Alors oui, c'est vrai, c'est-à-dire que le complotisme, c'est une maladie de la confiance, ça c'est clair, c'est pour ça qu'on parle toujours de défiance aussi, enfin que je parle toujours de défiance en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas tant que les citoyens concernés rejettent la démocratie, c'est généralement au contraire, ils se revendiquent démocrates, mais ils sont déçus par la démocratie, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que nos sociétés démocratiques ne sont pas à la hauteur de leurs promesses, en quelque sorte. Vous savez, justement, c'est toujours mon tic d'historienne, si on remonte dans le temps, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait quand même l'impression toujours que les choses s'amélioraient, en termes de droits et en termes aussi de situation économique, etc. Les choses allaient de mieux en mieux, en tout cas au moins pendant les 30 Glorieuses, on pourrait dire.
Et c'est sûr que ça, c'est fini déjà depuis un petit temps. Donc il y a une espèce de désenchantement, il y a une désillusion. Encore une fois, qui n'est pas vraiment en fait un rejet de la démocratie, mais qui est une déception, une désillusion à l'égard de la démocratie. Ça, je pense que c'est très important à dire. Alors, est-ce qu'il y a un facteur social là-dedans? Il peut y en avoir un. Maintenant, il faut aussi directement dire que le complotisme touche absolument tous les groupes sociaux à l'intérieur de la société. Ça peut aussi toucher des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont très bien formés intellectuellement, etc. Donc, c'est quand même pas tout à fait facile à analyser parce que c'est multifactoriel en fait. On ne peut pas dire par exemple que les pauvres sont plus conspirationnistes que les riches. Ça, c'est impossible. Aucune étude n'est capable de démontrer ça. Et moi, je vois par exemple, j'interviens dans des milieux très très divers. J'interviens aussi bien dans des associations de terrain, parfois avec des publics très paupérisés. Et j'interviens aussi dans des universités, par exemple, pour prendre des exemples un peu différents. Et grosso modo, je vois des propos conspirationnistes dans un milieu comme dans l'autre. Donc, la tendance à expliquer le conspirationnisme uniquement par des facteurs socio-économiques, ça je pense qu'il faut éviter, mais en tout cas à le voir comme... En tout cas, on pouvait le voir notamment chez les Gilets jaunes, comme l'expression de citoyens qui ne se sentent pas reconnus, ça c'est certain, l'expression de citoyens qui ont l'impression que la démocratie ne répond pas à leurs attentes oui, à leurs attentes et à leurs espoirs, oui, ça c'est vrai. C'était très frappant quand même durant les Gilets jaunes à ce niveau-là. Alors les Gilets jaunes, je ne vais pas en parler longtemps, mais juste pour en faire une petite phrase, c'était un mouvement où il y avait quand même beaucoup de revendications démocratiques, paradoxalement. C'est-à-dire que quand on écoutait les manifestants, ils demandaient plus de démocratie, ça on ne peut pas l'enlever. Et parallèlement, il y avait énormément de conspirationnisme dans leurs propos. Et je trouve que globalement, on a eu des difficultés, je veux dire, en société, à analyser ça. Et pour moi, c'est une bonne illustration, en fait, du moment politique dans lequel on est. C'est que les discours de propagande et de désinformation ont su venir chercher les déçus de la démocratie. Et c'est ça le problème actuellement, c'est que ces déçus de la démocratie, ils ont l'impression souvent de trouver une réponse à leur déception dans ces discours alternatifs, etc., qui malheureusement souvent font le jeu justement de régimes autoritaires. Et donc, on ne peut pas totalement, effectivement, pour prendre l'exemple des Gilets jaunes, même si je fais partie des gens qui ont été très critiques sur le mouvement, mais en même temps, tu disais aussi tout à l'heure, je ne suis pas pour qu'on clash les gens, parce que, les participants en eux-mêmes, même ceux qui ont des propos conspirationnistes, parce que je pense que ça part quand même d'une intention qui, quelque part, est démocratique. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, qui est terriblement dévoyé et donc qui porte un certain danger. Parce que vous parliez tout à l'heure du Capitole, là où on voit vraiment un mouvement conspirationniste qui, à un moment donné, a essayé une insurrection à l'égard d'une institution démocratique, très clairement, on n'est pas passé loin vraiment d'une catastrophe. Il faut quand même rappeler qu'avec les Gilets jaunes, il y avait quand même quelque chose qui ressemblait aussi un peu à ça. Quand ils voulaient monter sur l'Élysée, etc., bon, ça n'a pas été au bout, mais l'imaginaire politique était le même. C'est-à-dire que c'est comme si on allait rechercher l'imaginaire révolutionnaire, celui de se battre pour ses droits, etc., de renverser le pouvoir en place, et qu'on le fait à l'égard d'institutions démocratiques et non pas à l'égard de pouvoir absolu comme c'était le cas en 1789. Donc vous voyez, c'est ce dévoiement qui est inquiétant. Oui, et puis en plus, vous le dites aussi quelque part que le complotisme, c'est pas quelque chose de constructif, que c'est toujours par la négation que ça s'opère, et ça s'est vu dans le Capitole, parce qu'en fait, ils sont rentrés à l'intérieur du bâtiment, et puis il s'est rien du tout passé, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de plan, c'était juste... cassé. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est très important ce que vous dites, c'est qu'il y a une logique... Alors, d'abord, c'est une logique de rejet. En fait, c'est ça, c'est une logique de rejet et de rupture. On pourrait d'ailleurs faire le lien avec pas mal de logiciels de pensée de l'extrême droite, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de l'extrême droite dans cette logique-là, c'est-à-dire d'être dans une posture de destruction, en fait, mais ne pas avoir vraiment de projet positif. Et ça, c'est vrai que les quelques fois, je parle souvent avec des conspirationnistes, parce qu'ils m'écrivent souvent aussi, beaucoup de courriers de conspirationnistes, parce que je sais sans doute, mais certains d'entre eux aiment beaucoup parler, en fait, tout simplement. Donc je reçois beaucoup de courriers, et souvent, j'arrive quand même à avoir un dialogue avec eux quand je leur parle de cet aspect-là. C'est-à-dire en leur disant, ok, tes intentions et tout, je crois qu'elles sont bonnes, c'est-à-dire que je ne te disqualifie pas à ce niveau-là, mais par contre, réfléchis quand même aux conséquences de ce que tu proposes, et surtout, est-ce que vraiment
tu proposes de construire quelque chose concrètement et positivement. Alors certains d'entre eux vont me dire mais si quand même, etc. Ils vont faire quand même des propositions, mais souvent ça les interpelle quand même sur cette logique en fait de violence politique. Je pense qu'on doit pouvoir le dire aussi, c'est que c'est aussi le lien avec la logique fasciste, etc. C'est qu'à un moment donné, quand on est anti, qu'on rejette, qu'on veut détruire, etc., bien évidemment que ça peut conduire à de la violence politique, parce que quelle est la réponse à ça? On casse tout. Alors c'est pas pour ça que tous les conspirationnistes vont tout casser, hein, rien à voir, mais ça veut dire que c'est un discours qui comporte ce risque-là. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait aussi voir quelles peuvent être les conséquences du complotisme pour les personnes qui le sont Je pense que c'est vrai, au niveau collectif, je pense qu'on a vu le côté exceptionnel et un petit peu sensationnel de l'attaque du Capitole. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins visibles, mais tout aussi dramatiques. Je pense notamment au glissement vers les dérives sectaires. Ça, c'est quelque chose de très très visible dans les mouvements complotistes, en période de Covid notamment. Ce qu'on a vu, c'est que sur énormément de groupes en fait, qui abordaient des théories complotistes à l'égard du Covid et des vaccins et tout ça, il y avait parallèlement beaucoup de publicités qui les emmenaient vers des sites internet de charlatans divers et variés qui leur promettaient des remèdes magiques en tout genre et des pratiques alternatives en tout genre. Et ça, c'est très dangereux parce que du coup, ça a amené beaucoup de gens. Là, vraiment, ça a été l'âge d'or pour les charlatans en tout genre. Et c'est dangereux pour la santé, à la fois la santé tout court des gens, et puis la santé financière, la santé, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis en fait, ces discours du coup complotistes qui glissent vers des dérives sectaires, ça amène au problème classique de ce genre de mouvance. C'est qu'il y a une déconnexion avec la société et une déconnexion donc des personnes, je veux dire, qui rentrent dans ces mouvements sectaires, dans ces dérives. Donc il y a une déconnexion avec les proches qui n'ont pas les mêmes croyances. Il y a une déconnexion avec la société, voilà. Et en fait, c'est dangereux parce que c'est dangereux pour ces personnes et c'est aussi dramatique parce qu'au sein des familles ou des groupes d'amis, on va voir se découper des clivages. Je pense que voilà. On sait tous peut-être, beaucoup de gens je pense se sont embrouillés avec des proches parce qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances à l'égard de la crise du Covid, de la guerre en Ukraine ou autre, surtout je pense pour le Covid. Et ça a été terrible comme conséquence en fait sociale déjà. Oui, j'allais tout à fait pour rebondir là-dessus, j'allais dire aussi que parmi les gens qui m'écrivent, il y a aussi beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'ils ont un proche conspirationniste et qui m'écrivent en me racontant des situations familiales absolument tragiques. C'est-à-dire des familles qui se brisent, quoi. Et ça, effectivement, durant le Covid, ça s'est fortement accentué, notamment autour de la question vaccinale, avec effectivement certains qui s'enfonçaient, on pourrait dire, dans une logique, j'aime pas le mot, mais on va le mettre avec des guillemets, de radicalisation dans leur pensée conspirationniste. C'est-à-dire que, parce que le Covid, en plus, il y a eu ce truc où on était confinés chez nous, on passait énormément de temps en ligne, et donc pour certains, ça a accentué le fait de s'enfermer effectivement sur des sites, etc., qui les conduisaient de porte en porte à des choses de plus en plus extrêmes, et qui du coup, ont commencé à être violents avec leurs femmes. Enfin, j'ai eu vraiment des situations qui m'ont été rapportées extrêmement inquiétantes, et je pense effectivement qu'elles ont été relativement nombreuses, en fait. Ça m'a fait beaucoup penser personnellement à ce qu'on disait au moment de l'élection de Trump en 2016, quand on décrivait le débat public américain. On disait que les familles américaines se divisaient entre les pro-Trump et les anti-Trump et qu'il y avait des divorces, etc. Et en fait, pendant le Covid, je me suis dit, merde, en fait, on est en train de vivre la même chose. Et on dit souvent que ce qui touche les États-Unis nous arrive avec quelques années de retard. Et c'est-à-dire vraiment... Et c'est ça le changement en fait, quand on disait que maintenant c'est plus facile de parler de ces questions, c'est qu'aujourd'hui le complotisme il s'est engouffré dans l'intime des gens. Pendant longtemps, je crois que les gens disaient oui, ok, c'est un problème de société. Mais là, ils se sont rendus compte avec la crise, beaucoup d'entre eux, que non, ça pouvait vraiment venir dans leur vie personnelle et intime et avoir des conséquences très directes et très concrètes. Et en fait, oui, des choses tragiques sur un plan social et humain. Et c'est difficile de répondre à ça. Parce que quelque part, quand une personne est vraiment dans ce logiciel-là, il est presque trop tard pour faire quelque chose, en fait. Il y a peut-être que lui qui peut faire quelque chose un jour, et sinon il faut accepter.
Ben moi, en tout cas, j'essaie toujours de dire aux familles quand elles me contactent pour ça, j'ai essayé, en tout cas si vous tenez à la personne, de maintenir le lien comme un coûte que coûte. Je pense toujours que c'est important. Après, il faut aussi se préserver. Si à un moment donné, c'est plus possible, c'est au moins temporairement prendre distance, ça peut parfois être nécessaire aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique, c'est ça qui est compliqué. Et puis on ne peut jamais prévoir que potentiellement, quelqu'un qui est enfoncé dans une logique comme ça va en revenir. Peut-être que ça peut arriver, mais peut-être pas. Et c'est le cas notamment, après je me tais, mais j'ai des anecdotes qui me reviennent en tête, des personnes âgées. Et je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais moi je vois beaucoup dans mon travail, il y a beaucoup de personnes vraiment âgées, quoi, je sais pas définir l'âge, mais qui passent beaucoup de temps sur Internet, qui ne sont pas toujours formés à l'outil d'Internet, justement, ou là où les jeunes maintenant ont plus, malgré tout, ont été mieux formés à s'y retrouver dans l'information et tout. Moi je vois chez mes étudiants, on a fait du progrès quand même en 10 ans, ils sont mieux formés sur ça. Par contre, des gens qui n'ont jamais eu aucune formation, qui n'arrivent pas à s'y retrouver, justement, et qui peuvent à un moment donné complètement switcher, et qui passent 24 heures sur 24 quasiment devant les écrans. Et j'ai vraiment plusieurs, bon, ce sont des femmes qui m'ont écrit pour dire mon mari, voilà, il est enfermé dans la chambre toute la journée, il ne dit plus que des choses conspirationnistes, il ne veut plus me parler parce que je suis vaccinée, enfin des trucs. Et des gens qui ont une vie tout à fait normale, hein, c'est pas des marginaux. Et là, ouais, c'est inquiétant. Je le glisse parce que je trouve que sur le conspirationnisme, on parle souvent des jeunes. Mais en fait, c'est pas seulement un problème de jeunes, hein, bien loin de là. Je vais poser juste une dernière petite question, même si elle est importante, avant de passer le micro à ceux qui auraient des questions dans le public. Est-ce qu'on pourrait aborder rapidement la question des solutions à ce problème? C'est-à-dire que vous, Marie Pelletier, vous dites qu'il faut réinstaurer du dialogue, proposer, qu'il faudrait qu'il y ait une société plus inclusive, que chacun puisse s'exprimer légitimement. Mais en fait, comment on fait concrètement? Déjà, il ne faut pas seulement qu'on se parle, même si c'est très important. En fait, d'abord sur le comment on fait, j'avoue tout de suite mes limites, je ne sais pas. Je veux dire, c'est compliqué, c'est un chantier politique au long cours, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Mais je vois deux axes en tout cas. C'est d'abord effectivement, en fait, comme c'est une maladie de la défiance, je pense qu'il y a beaucoup à travailler sur la confiance au sein de notre société, ça c'est clair. Donc c'est-à-dire, par exemple, que les journalistes, ils le font de plus en plus, aillent sur le terrain, expliquer comment ils fabriquent l'information, comment on fait pour choisir ce dont on parle dans un journal télévisé, ce dont on ne parle pas, etc. C'est-à-dire, expliquent leur pratique et leur métier. Même chose pour les politiques, bien évidemment, même chose pour les scientifiques. D'ailleurs, beaucoup l'ont fait pendant le Covid. Donc je pense qu'il y a un enjeu d'aller parler aux gens, c'est-à-dire aussi de quitter en partie la sphère numérique. Hein. Je pense que ça ne se réglera pas uniquement sur la sphère numérique. Je pense que cette confiance, elle va se recréer aussi dans les vrais liens interpersonnels. Moi, j'ai vu vraiment la différence à partir du moment où j'ai pu refaire du présentiel. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la discussion en présentiel qui ne sont pas possibles en ligne. Même si les discussions en ligne, c'est très important aussi. Donc il y a ça, donc c'est-à-dire se reparler et créer des espaces safe pour se reparler. Donc ça, je pense notamment le milieu un peu associatif, etc., a un rôle à jouer parce que c'est pas se parler n'importe comment dans tous les sens. Il faut pouvoir mettre des règles, un cadre, etc., et amener des personnes pas de confiance, mais des personnes fiables, si je puis dire, qui puissent apporter de la véritable information et en même temps être à l'écoute de tout le monde, etc. Donc bref, tout ça, c'est pas évident à mettre en place, mais il y a déjà pas mal de gens qui le font. Mais la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le combat politique, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est que c'est pas seulement se parler, c'est aussi être au clair sur le projet qu'on défend. Je pense que ça, c'est extrêmement important, notamment dans la lutte contre la désinformation, parce que on travaille énormément depuis plusieurs années, et c'est très bien, sur la question de la vérification des informations, etc. Et c'est un point essentiel, puisque pour avoir une base pour le débat, il faut des faits. Mais les faits, à eux seuls, ne suffisent pas. On le voit bien, d'ailleurs, avec toutes les crises qui se multiplient, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir se dire comment on se situe par rapport aux faits. Je donne toujours l'exemple, il ne suffit pas de reconnaître que le génocide juif a existé. Il faut savoir comment on se situe par rapport au génocide juif, bien évidemment. Et c'est pareil pour tout. Là, je prends l'exemple du génocide juif parce que celui-là, on le connaît tous. Mais il y a toujours la question du comment nous, en tant que société, on se positionne par rapport à ce qui se passe. Bon, prenez l'exemple de la guerre en Ukraine, par exemple. C'est pas seulement reconnaître, oui, il y a des massacres, même si c'est très important de le reconnaître, c'est aussi, nous, en tant que société, comment on se situe par rapport à ces massacres. Et je pense que là, il y a un gros vide dans notre société. En fait, on manque de projets politiques communs.
cette défense démocratique dont on parlait tout à l'heure, elle est vraiment à réveiller. Et ça, encore une fois, j'ai pas de solution magique. Je pense que ça va se faire au long cours, enfin je l'espère. J'ai quand même pas mal d'espoir, je ne suis pas totalement désespérée. Alors c'est vrai, je suis tout à fait d'accord pour les solutions sur les problèmes de fond de la société qui sont à régler aussi. Je prendrais comme exemple le terreau qui était beaucoup moins fertile par exemple qu'en France, au Portugal par exemple, où on a vu en période de Covid, suite à l'instauration de la vaccination, etc., on a vu une manifestation à Lisbonne de quelques dizaines de personnes anti-vaccins, avec en plus une faute d'orthographe sur leur t-shirt, qui changeait complètement le sens de leur phrase, parce qu'ils voulaient marquer sur leur t-shirt non à... c'était quoi déjà? Non, le vaccin, c'était quoi? Enfin, ils voulaient dire en gros que non, ils étaient contre le vaccin, mais en fait, avec la faute qu'ils avaient fait, ils disaient le contraire, tout simplement. Je pourrais chercher mon post Twitter où j'en parle, mais c'était quelque chose d'incroyable. En fait, donc une amie qui habitait là-bas, du coup, me disait qu'elle ne comprenait absolument pas comment ça se faisait que ça prenait à ce point-là les théories complotistes en France, alors que là-bas au Portugal, ça ne prenait pas. Mais en fait, je pense qu'il y avait un terreau social fertile et que, évidemment, en arrangeant les problèmes de fond de la société, on va arranger aussi en même temps le problème de la défiance et donc du complotisme. Après, pour moi, c'est bien de le dire et c'est plus difficile à faire. Et le problème, c'est qu'on a besoin de solutions aussi maintenant aussi. Et après, on voit qu'il y a eu quelques tentatives de... dans le rapport Bronner, par exemple, du 11 janvier 2022, on a plusieurs solutions qui sont proposées par la commission Bronner, comme par exemple, notamment, quelque chose qui m'est cher depuis des années, c'est l'éducation à l'esprit critique, l'éducation aux médias, à l'information, l'EMI, qui est vraiment une des très fortes propositions de la commission, qui est de développer ça bien plus dans les écoles. Donc savoir trier les informations, savoir rechercher la source, etc. Il y a déjà des cours d'éducation aux médias à l'information aujourd'hui en France, mais pas à un niveau suffisant, en tout cas selon beaucoup de gens et selon moi aussi. Donc il y a ça, il y a aussi la question des super spreaders, des super diffuseurs d'informations, qui est aussi un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas censurer non plus, on est dans un régime, il faut se rappeler, avec une liberté d'expression, on ne va pas censurer tous les gens qui partagent des contenus conspirationnistes, ce serait absurde. Mais par contre, on a quand même identifié des super spreaders. Par exemple, aux États-Unis, il y a une étude qui montrait que 65% de la désinformation autour des vaccins provenait de 12 personnes. À un moment donné, est-ce qu'on va pas faire l'effort de se dire peut-être que ceux-là quand même on va leur couper la chic, quoi. Parce que c'est vrai que, alors quand je dis couper la chic, pas au sens violent du terme, juste peut-être les enlever de ces plateformes-là, en tout cas des plateformes les plus connues et les plus fréquentées. Quand c'est Trump lui-même. Voilà, bon. Le Trump, je suis encore sceptique parce que du coup à côté de ça il a créé son propre réseau, c'est bien n'importe quoi. Mais bon, en tout cas voilà, il y a peut-être aussi un travail à ce niveau-là. Donc dans la répression, je veux dire, peut-être juste se limiter peut-être à ça, c'est aussi des propositions qui sont faites, parce qu'il faut aussi aménager la liberté d'expression avec la nécessité de protéger tout simplement notre société et de la protéger de ces dérives-là. Et puis après, y a plein d'autres propositions qui sont faites, améliorer la transparence de la vie publique pour que les gens se méfient moins, justement, qu'ils voient plus tout ce qui est... Les rouages. Oui, voilà, les rouages, comment sont votés des lois, que tout soit filmé, que tout soit renseigné, qu'il y ait des rapports publics surtout, qu'on sache, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu les patrimoines de chaque candidat au présidentiel. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Même s'il y en a qui trichent un peu en mettant leur patrimoine au nom de leur femme ou ce genre de choses, mais par exemple. Voilà. Et on déclare aussi le patrimoine du conjoint normalement. Oui, mais là, il faut croire que c'était pas... Petite parenthèse, Valérie Pécresse, pour le coup, était plus honnête. En tout cas, oui, je crois qu'elle est à 10 millions d'euros. Enfin bon, peu importe, ça c'est vraiment une parenthèse. Mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a des petites choses à faire concrètement, je veux dire, dans l'immédiat. Il n'y a pas que des solutions de fond, mais c'est complémentaire. Selon moi, voilà, c'est complémentaire. Et... Merci beaucoup. Je vous laisse un peu la parole avec le temps qui nous reste. Qui voudrait poser une question ? Merci. Alors moi j'ai deux petites questions. La première c'est concernant Thierry Messiaen.
Parce que Thierry Messiaen, il vient du réseau Voltaire, qu'à une époque, je trouvais très bien, moi. Est-ce qu'il y avait déjà, dans le réseau Voltaire, qui parlait de laïcité et tout ça, il y avait déjà les germes du complotisme? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, alors, une petite chose qui me gêne quand même dans le discours, je vous le dis tout de suite, c'est que vous parlez des sphères alternatives qui sont anti-système et qui peuvent amener au complotisme. Est-ce que, enfin, pour moi, être anti-système, ça peut avoir du bon aussi, et ça peut amener aussi, il y a des révolutions effectivement, mais c'est comme ça la vie. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui sont dans le système et qui pourraient être complotistes? Est-ce que ça n'existe pas? Et est-ce que c'est automatiquement, quand on est anti-système, on est complotiste? Je vais d'abord vous répondre à ça, puis je vous répondrai sur le réseau Voltaire. D'accord. Ça, je ne perds pas mon fil. Merci. Moi, je crois que le système, ça n'existe pas. Donc, quand vous dites, est-ce qu'on peut être dans le système et être complotiste? Pour moi, je ne me pose pas la question de cette manière-là, puisque je pense que le système, la notion de système, c'est une notion qui est construite dans notre tête, en quelque sorte, et qui vise à penser que toutes les autorités forment un seul bloc homogène, c'est-à-dire médias, politique, justice, etc., que ça, ce serait le système, et donc la pensée anti-système se place en porte-à-faux par rapport à ce qui serait un système unifié. Pourquoi je vous dis que moi je pense que le système, ça n'existe pas? C'est que je vais faire mon coming out politique, je suis progressiste, je suis de gauche, et je pense qu'une société, c'est un ensemble de logiques d'oppression, et que l'oppression n'est pas unilatérale. C'est-à-dire que les oppressions, elles sont multiples et elles vont dans beaucoup de sens différents. Et que pour remettre en question ces oppressions, ce n'est pas par un rejet d'un soi-disant système qu'on va y arriver, mais c'est en identifiant les responsables de ces oppressions. Par exemple, je vais vous donner une oppression très structurelle dans notre société, le patriarcat, ou une autre oppression très structurelle, celle de la bourgeoisie par rapport au prolétariat. Je vous ai dit que j'étais gauchiste. Hein. Ça, ce sont des oppressions qui, pour moi, c'est pour reprendre votre question, sont tout à fait à combattre. Et que combattre ça, ce n'est en rien être anti-système dans mon vocabulaire à moi. C'est être pour la critique sociale, même révolutionnaire. Moi, j'ai rien contre l'esprit révolutionnaire, j'ai à fond supporté les révolutions arabes, par exemple. Mais ce que je reproche à la pensée anti-système, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les termes, c'est cette logique de rejet unifié qui, en fait, pour moi, dépolitise, parce que ça n'identifie pas les logiques d'oppression. Ça reporte sur des soi-disant élites. Déjà, il faudrait voir qu'est-ce qu'on veut dire par élite. Un problème souvent largement fantasmé, comme si c'était eux qui tiraient les ficelles. C'est pour ça que je fais le lien avec l'imaginaire conspirationniste. Alors que pour moi, il y a des injustices très fortes dans notre société, qu'on doit les combattre, mais que si on les combat, on ne doit pas se définir comme anti-système, parce que sinon on fait le jeu, justement, de cette pensée simplificatrice qui, au final, ne combat rien. Puisqu'on le disait tout à l'heure, hein, c'est une logique de rejet, et pas une logique de changement de société. Voilà, si vous... Je ne sais pas si je suis claire. Ça me convient. Voilà, d'accord. Je sais que c'est souvent ce terme-là qui fait coincer, c'est pour ça. Parce que souvent, des gens qui disent « mais moi aussi, je suis anti-système », j'ai envie de dire « non, vous n'êtes pas anti-système. Vous êtes éventuellement gauchiste, révolutionnaire, enfin, je sais pas, on peut trouver plein de mots, mais c'est pas ça que moi j'entends par anti-système. » Oui, parce qu'on ne rejette pas la démocratie. Exactement. Parce que c'est la démocratie qui permet justement la critique comme vous disiez, du patriarcat, etc. Exactement. Alors que dans des systèmes, enfin dans des régimes autoritaires, c'est absolument impossible. Exactement. Donc, voilà. C'est ça. Et effectivement, pour rebondir là-dessus, à la rigueur, un système autoritaire, un régime autoritaire, je veux bien qu'on emploie le mot système, parce que là, il y a une logique très unifiée. Tandis qu'en démocratie, si on est démocrate, je crois qu'on doit continuer à croire que c'est pas un bloc dirigé par une petite minorité, mais que c'est nous tous qui constituons cette démocratie, et qu'à travers nous tous qui la constituons, effectivement, il y a des graves injustices à combattre, mais pas dans un rejet d'un système, parce que sinon on sombre, à mon avis, dans une pensée antidémocratique. Sauf pour les anarchistes. Oui, mais les anarchistes, j'ai rien contre, justement. Les vrais anarchistes, en tout cas, parce que maintenant, malheureusement, il y en a qui sont complotistes. Mais si c'est en tout cas, c'est vraiment de manière argumentée, anarchiste, etc., et qui n'est pas dans un projet antidémocratique, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que
ça peut être défendu. Surtout que l'anarchie, c'est pas forcément incompatible avec le côté démocratique. En fait. Parce que ça peut être juste une volonté de détruire l'État, mais pour former en fait une décentralisation du pouvoir à l'échelle de petites communes ou autres. Enfin, voilà. Exactement. Enfin, d'autres logiques. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de discussions avec des anarchistes pendant la crise du Covid et je disais, oui, tout le monde nous traite de complotistes et tout. Je dis, non, vous n'êtes pas complotistes. Enfin, peut-être certains d'entre vous le sont par ailleurs. Mais en tout cas, il y a tout à fait moyen, à mon avis, d'être anarchiste de manière démocratique, justement. Bon. Donc, bon, j'espère qu'il n'y a plus de malentendus. Alors, sur Thierry Messant, c'est une question très intéressante. Effectivement, le réseau Voltaire, il existait déjà dans les années 90. Thierry Messant, vous savez, c'est un peu comme Alain Soral, hein, il a bouffé à tous les râteliers. C'est-à-dire qu'il a été, pendant les années 80, défenseur de la cause homosexuelle, voire même de la cause antiraciste, etc., ce qui paraît tout à fait dingue à l'heure actuelle. Et donc, effectivement, dans les années 90, le réseau Voltaire était tout à fait fréquentable. Est-ce qu'il y avait déjà des germes du complotisme? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ce n'était pas explicite, ça c'est clair. Dans son cas, il y a vraiment eu un tournant au début des années 2000, alors autour du 11 septembre 2001, mais aussi parce qu'il s'est rapproché de certains régimes au Moyen-Orient. Les deux vont ensemble. Et donc, ce n'est pas trop inquiétant, ne vous en faites pas, si vous avez lu il y a 25 ans ce réseau Voltaire et que vous trouviez ça très bien, parce qu'en fait, ça a totalement switché, enfin, il a totalement switché. Aujourd'hui, par contre, je ne vous recommande pas du tout le réseau Voltaire. C'est vraiment la littérature conspirationniste totale. Petite parenthèse, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ça existait dans les années 90, remarquez que je ne dis pas 90, hein, je fais à chaque fois attention. Quand ça existait dans les années 90, c'était encore un peu un blog, voilà, pas un petit truc, mais enfin, c'était pas un truc énorme. À partir des années 2000, ça a commencé à être traduit. Maintenant, je pense que c'est traduit genre en 25 langues, son site. Ce qui montre aussi la dimension de propagande, hein, et sans doute de financement, même si ça, j'en ai pas la preuve, donc je ne le dis pas. Mais ça veut dire que c'est devenu un espèce de projet international de diffusion de l'information. Ce n'est plus le blog militant des années 90. Donc voilà. Donc, rassurez-vous. Et je voulais vous poser une question au sujet de la conspiration. La conspiration, en fait, elle est liée un peu à la connaissance, puisque les personnes qui reçoivent cette connaissance, elle est donnée par quelqu'un qui produit, qui produit du matériel, qui produit du physique, en fait, du palpable. Moi, je pense que dans la culture, on a eu des conspirationnistes qui se sont cachés pendant longtemps derrière la culture. Ce que j'ai peur, c'est que la culture cache ses propres lacunes, quoi, parce que la culture, elle a un plafond, et au-dessus de ce plafond, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, la culture créée est une création. Mais je pense à Céline, par exemple. Céline, qui était considérée comme sacré, ensuite il est tombé, ensuite il s'est relevé, ensuite on en a fait un nom, c'est-à-dire un nom avec un prénom, mais quelqu'un de littéraire. Et ce que j'ai peur, c'est que la culture soit la base de la conspiration, puisque elle-même, elle se nourrit de cette connaissance, c'est-à-dire plus les mots sont jolis, plus les phrases sont bien tournées, plus la définition est enjolivée, et plus l'on voit quelque chose que l'on connaît. C'est-à-dire, ce qui fait peur à la civilisation, c'est la méconnaissance, c'est pas la connaissance. Et donc d'avoir une connaissance que l'on connaît du quotidien, mais qui se dit nouvelle, en fait, c'est la revalorisation de la secte au travers du complot, quoi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose justement que beaucoup de gens mésestiment dans le conspirationnisme, ou dans l'antisémitisme aussi d'ailleurs, c'est que très souvent ça se part d'un discours très érudit en fait. Très érudit, voire très littéraire, effectivement dans le cas de Céline par exemple. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est toujours une grave erreur d'analyse de faire passer les conspirationnistes pour des imbéciles. C'est que quand on lit la littérature conspirationniste, ou même les sites conspirationnistes, c'est rempli de références livresques, d'auteurs. Avec même une exagération des détails, parfois sur des trucs totalement inutiles. Je pense aux théories du complot sur le 11 septembre, avec la taille des boulons qu'il y avait sur les fenêtres du Pentagone, ou il y avait quoi, c'est par exemple pour Robert Forisson, les chambres à gaz qui n'auraient jamais existé, il se basait aussi sur des plans en allemand très précis, avec les termes allemands et tout, la taille des pièces, la taille des chambres à gaz, enfin, c'était vraiment... ça donne une impression de sérieux, en fait, et d'expertise profonde. Oui, totalement. Avec,
Alors c'est lié à deux choses essentiellement que je vois. C'est d'abord qu'effectivement le conspirationnisme, dans les exemples que tu donnes, il est très obsédé par les détails techniques, parce qu'en fait les détails techniques, pour lui, c'est là qu'il va trouver la preuve du mensonge en quelque sorte. Hein. C'est pour ça que sur les conspirationnistes du 11 septembre 2001, sur lesquels j'ai énormément bossé il y a quelques années, c'est effectivement, en fait, quasiment tout leur temps était consacré à trouver les soi-disant failles techniques avec des argumentaires qui paraissaient, alors effectivement c'est en fait souvent biaisé, hein, mais très érudits, voire même très scientifiques, d'où la confusion parfois. Et il y a l'autre chose aussi, et là je pense plus à la tradition antisémite, vous citiez Céline, c'est que l'antisémitisme, particulièrement en France d'ailleurs, il a une longue tradition littéraire. C'est-à-dire qu'il sait bien se formuler. Il sait très bien, malheureusement, se parer de beaux mots et de phrases certes alambiquées, mais qui ont l'air très jolies et très françaises. Et c'est d'ailleurs une des choses un peu malsaines, c'est qu'on a souvent de la fascination pour la littérature antisémite. D'ailleurs, la fascination qu'on a pour Céline, à mon avis, n'est pas sans lien avec ça, même si c'est un peu inconscient. C'est qu'on a l'impression que c'est terriblement bien écrit, mais peut-être qu'on peut interroger notre impression que c'est terriblement bien écrit. C'est sans doute aussi que l'antisémitisme, historiquement, vraiment structurellement, j'ai presque envie de dire, est un discours qui sait vraiment se parer du beau langage, je ne sais pas comment le dire autrement. Ce qui rend les choses un peu effrayantes, hein, je suis bien d'accord. C'est comme un nourrisson que l'on nourrit, quoi. On Ouais. nourrit un nourrisson, on lui donne ce qu'il a besoin. On lui donne pas autre chose. On ne peut pas lui donner un morceau de barbac à un bébé, quoi. Faut être honnête. On ne peut pas donner de grandes solutions à des gens qui n'aspirent qu'à un quotidien presque commun, par lequel il doit s'évader des fenêtres, des portes, et il a besoin de beaucoup d'air et de... Oui, bonjour à toutes et à tous. Fiona Lazare, députée de la circonscription. Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement et ces échanges qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. C'était passionnant. On arrive en période électorale. On a vu le rôle qu'avait pu avoir le complotisme à la fois sur le Brexit, à la fois sur l'élection de Trump. Comment voyez-vous les choses pour les élections françaises ? Est-ce qu'on a des signes avant-coureurs de mouvements complotistes, alors peut-être les anti-vax, peut-être ce qui se passe avec l'Ukraine, voilà. Est-ce que vous sentez que tout ça s'organise pour avoir un impact sur les élections françaises, par la société française et puis peut-être par des influences étrangères ? Je pense que j'ai une idée de la réponse, mais avoir votre avis m'intéresserait. Et puis je voudrais également vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en France, la législation est suffisante ? Est-ce que l'équilibre est bon entre à la fois liberté d'expression, protection de la liberté d'expression et également protection des personnes, limitation des discours de haine, limitation des discours dangereux et tout l'impact que ça peut avoir sur notre société ? Alors, pour ce qui est de la question sur la désinformation par rapport aux élections, en fait, ça a été quand même nettement absorbé par les questions du Covid et de la guerre en Ukraine. Et sur les groupes conspirationnistes que je fréquente, qui sont grands groupes connus, en tout cas sur la question, sur Facebook et Telegram notamment, c'est une question qui en fait est très secondaire. On a un désengagement politique énorme de la part des conspirationnistes. Donc les élections, c'est pas vraiment leur priorité, c'est pas vraiment ce à quoi ils pensent tous les jours. J'allais dire leur unique presque obsession, c'est surtout que Macron ne doit pas repasser, ne doit pas être réélu. Après, au-delà de ça, je vois pas vraiment trop d'engagement politique. Quelle en est la raison pour les complotistes ? De quoi par rapport ? Quelle en est la raison que Macron soit pas réélu pour les complotistes ? Il représente parce qu'il représente dans l'imaginaire, voilà, dans l'imaginaire de ces personnes, ça représente clairement il représente le système, voilà, ce fameux système qui est un petit peu diffus et flou, et en fait parce qu'il a bossé pour des banques, parce que voilà, il y a des trucs qui font que il représente tout ce qui est détesté par ces gens-là, en fait, tout simplement, et je comprends dans leur logique en tout cas. Donc ça, c'est en fait, il y a ça. Il y a cette focalisation autour de la personne de Macron, mais pas tellement en fait de réflexion politique par rapport aux élections en tant que telles. Après, donc c'est pas vraiment quelque chose
d'organiser, je dirais. Après, évidemment, au niveau des puissances étrangères, depuis des années, on a la communication russe qui essaye de pousser plutôt les partis qui sont opposés à l'Union européenne, donc la plupart des pays, des partis souverainistes ou d'extrême droite. Donc il y a cette espèce de soft power informationnel venant des pays étrangers autoritaires qui va plutôt dans ce sens-là. Après, pour l'instant, je vois pas de... Peut-être qu'on n'est pas encore assez près, pourtant on s'approche vraiment, mais... Disons que, juste pour rebondir là-dessus, moi je me rappelle de la campagne de 2017, c'était terrible. Hein. Enfin, aussi je pense que ça m'a semblé terrible parce que on n'était pas encore très nombreux à travailler, on était moins nombreux à travailler là-dessus. Donc, puis il y avait eu, alors je pense pas seulement aux purs conspirationnistes purs et durs, mais ce qui m'avait frappé dans cette campagne, c'était comme l'imaginaire conspirationniste était infiltré quasiment chez tous les candidats, avec, rappelons-nous, Fillon qui parlait du complot des juges, Mélenchon qui se disait victime des méchants médias, bien évidemment. Ah bon, bref, tout le monde avait... Macron qui s'était présenté comme le candidat anti-système, je vous le rappelle quand même. Donc il y avait vraiment un espèce de climat où on avait l'impression que le complotisme était mainstream, en ce compris en fait par les candidats. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient le propos conspirationniste pur et dur, hein, mais ça veut dire qu'on sentait qu'ils essayaient tous un peu d'en jouer, quoi. Et ça, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas mésestimer le fait que même s'il n'y a pas forcément de campagne identifiée de tel ou tel groupe conspirationniste, la pensée conspirationniste est devenue extrêmement répandue dans la société. Le réflexe de défiance, le réflexe de remise en cause du travail des médias, etc., est devenu malheureusement aussi un réflexe électoraliste, en fait. C'est qu'en fait, maintenant, des candidats ont ce genre de propos parce qu'ils se disent que ça va leur apporter des voix, tout simplement. Notamment le discours anti-média, hein, d'ailleurs, où là, je pense que vraiment toutes les familles politiques peuvent balayer devant leur porte sur cette question. Donc moi, alors c'est vrai que c'est très juste ce que tu as rappelé, c'est que le Covid et maintenant la guerre en Ukraine, ça porte un peu un coup à la campagne présidentielle, c'est-à-dire que c'est comme si les sphères de propagande, etc., ont d'autres chats à fouetter, quoi. Ils doivent s'occuper voilà, ils ont des gros dossiers. Maintenant, je pense qu'aussi, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on a aujourd'hui des candidats qui sont un peu des candidats de synthèse du conspirationnisme contemporain, si je puis dire. Zemmour, par exemple, c'est quand même l'incarnation vraiment politique assez précise, à la fois de l'axe civilisationnel dont je vous parlais, mais aussi de la pensée anti-système, puisqu'il est très régulièrement dans ce genre de posture et ce genre de propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conspirationnisme est capable aussi de pousser un candidat. Et pas le conspirationnisme des personnes les plus radicalisées, mais le conspirationnisme qui se diffuse dans la société, le mainstream. Surtout que sur Zemmour, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire vraiment avant que j'oublie, sur Zemmour, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout la même approche que Trump de ça. C'est-à-dire que sa base électorale est très conspirationniste en fait, mais lui-même défend très peu de thèses conspirationnistes. On le voit jamais évoquer, beaucoup plus rarement que des personnes comme Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan qui, eux, ils ont vraiment appuyé des thèses conspirationnistes, pour le coup des arguments complotistes, alors que Zemmour est très prudent par rapport à ça. Il se garde une espèce de posture très sérieuse, faisant mine de ne pas y toucher, tout en attisant en fait des discours qui sont très favorables à ça. Donc ça, c'est en soi, du coup, je trouve son approche à la fois plus subtile, plus machiavélique et plus dangereuse que celle d'un Trump qui met les pieds dans le plat, qui raconte n'importe quoi, il assume jusqu'au bout et puis voilà. Oui, c'est très juste. J'allais dire, sauf pour la théorie du grand remplacement, hein, là où il ne s'agit pas de se la réapproprier, qui est quand même une théorie conspirationniste, mais c'est très vrai qu'il n'est pas... il est moins... quelque part, il est beaucoup plus subtil que Trump. Et effectivement, il sait à la fois flatter cet électorat-là sans lui-même trop faire son coming out à ce niveau-là. Donc, ce qui le rend quand même redoutablement dangereux, même si je ne dis pas qu'il va gagner ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même ça aussi qui est effrayant. C'est qu'aujourd'hui, ce type de discours est capable de pousser vraiment un candidat. Voilà. Et donc, moi, c'est surtout ça que je crains, en fait. Hein. Et par ailleurs... la guerre en Ukraine a permis une prise de conscience quand même, notamment sur la propagande du Kremlin. Par exemple, le fait de réagir face à Russia Today, nous, ça fait quand même des années qu'on le demande. On s'est collé des procès de Russia Today qui nous attaquent pour diffamation depuis des années, mais parce qu'on n'est pas soutenu par nos gouvernements, quoi, hein, aussi. Quand je dis nous, c'est nous, les militants contre la désinformation, etc. Donc, on a réagi tard aussi. Hein. Est-ce que c'est pas contre-productif aussi ?
Non mais qu'est-ce que ça veut dire contre-productif quand on parle d'un organe de propagande? Moi, voilà, pour moi, j'ai fait un truc. Alors, ça, c'est ma position, hein, je dis pas discutable. Mais on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait une distinction très claire entre médias en démocratie et médias. Alors, ici, c'est médias en démocratie, on pourrait dire pour Russia Today, mais médias qui travaillent pour un régime autoritaire. Pour moi, ce n'est pas de la même nature. Et Russia Today a énormément, enfin, du coup, je fais une petite parenthèse Russia Today, a énormément travaillé à avoir à ressembler à un média normal, en quelque sorte, à en reprendre tous les codes, à inviter des gens qui vont aussi dans les autres médias, etc., pour se faire passer pour un média. Mais pour moi, avec ma grille de lecture à moi, si vous voulez, ce n'est pas un média. C'est un organe de propagande. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont attaqué, c'est parce que j'avais dit que c'était un organe de propagande. Pourtant, je reprenais les mots d'Emmanuel Macron. Mais c'est-à-dire que vraiment, je pense que c'est cette distinction qui est essentielle. De toute façon, maintenant, le Kremlin n'a plus besoin de Russia Today, hein, cela dit, pour quand même diffuser ses idées, parce qu'il y a plein d'autres relais. Mais je pense quand même que globalement, on aurait dû réagir avant. En interdisant ou interdisant pas, je ne sais pas les modalités de la réaction. Mais on n'a pas été assez ferme, assez tôt, puisque ces derniers mois, ils ont multiplié ils se sont sentis pousser des ailes, en fait, ces derniers mois. Parce que là, maintenant, avec la guerre en Ukraine, on va peut-être oublier, mais ils avaient tellement d'abord engagé plein de gens, et puis quasiment tout le monde acceptait d'aller à Russia Today, enfin pas tout le monde, je sais bien, mais beaucoup de gens avaient fait sauter un petit peu la ligne rouge, on pourrait dire, ou la frontière. Ils disaient, bon, ben, après tout, c'est quand même un média comme un autre, donc on y va. Et puis ils ont commencé, comme je disais, à foutre des procès à énormément de gens, tous les gens qui les critiquaient, qui rappelaient qu'ils étaient liés au Kremlin, en gros. Et donc, je veux dire, on a quand même laissé faire ça. Et puis après, pour tout d'un coup se dire, oh là là là, c'est trop risqué, donc on interdit. Mais je pense pas que ce soit... Donc du coup, je ne peux pas entendre que ce soit contre-productif. Pour moi, la priorité, c'est de défendre d'abord les démocraties et les démocrates. Après, je comprends aussi que c'était lié à votre question en fait, initiale, c'est quand vous dites que c'est contre-productif, parce que vous posiez justement la question, voilà, vous posiez la question de savoir si, quelle était l'articulation dans notre pays entre la liberté d'expression et la répression des contre-discours comme ça qui sont néfastes. Et savoir si on était dans une bonne articulation. La balance est très difficile à faire et à mon avis c'est impossible de répondre à cette question parce que ça dépendra un petit peu de la sensibilité de chacun à ces questions. Mais c'est vrai que pour Russia Today, faut quand même rappeler voilà, que c'est directement on va dire, financé, pour le coup, dirigé un peu à distance, même si pas trop de... Il s'arrange pour qu'il y ait le moins de liens possible, mais on sait que du coup ça appartient quand même à Sivodnia Rassi, qui est en fait l'organe d'influence, ça s'appelle comme ça, hein, c'est l'organe d'influence de l'opinion publique étrangère. Oui, c'est très clair en fait. Russia Today et Sputnik, il n'y en a pas en Russie, c'est un organe de propagande pour le coup, qui est vraiment destiné, qui quasiment s'assume comme tel, puisque le but c'est justement d'influencer l'opinion publique étrangère dans tous les pays en plein de langues différentes. Donc voilà, il y a quand même quelque part, il y a un lien qui est vraiment direct. Et là, on était quand même on est quand même dans une période limite de guerre, en fait. C'est même pas limite, il y a une guerre Russie-Ukraine. Nous, même si on n'est pas impliqué, ce discours il portait énormément chez nous par le biais de Russia Today et de Sputnik. Donc à un moment donné, est-ce qu'on ne doit pas aussi mettre fin à une communication de guerre ? C'est ce qui a été décidé en tout cas par nos décideurs politiques. Est-ce que c'est vraiment une bonne option ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que par exemple, pour ce qui est de la répression, il ressort de pas mal d'analyses qu'il ne faut pas trop de répression non plus. Et par exemple, dans les pays africains en ce moment, on ne parle pas beaucoup des questions de la désinformation dans les pays africains. C'est quelque chose qui est très peu abordé dans les médias et même par les spécialistes, et je trouve ça dommage parce que c'est très intéressant ce qui se passe dans beaucoup de pays africains actuellement, c'est qu'on a évidemment une modernisation énorme et très rapide dans beaucoup de pays africains avec des moyens d'information, voilà, des téléphones portables, internet et tout ça qui se démocratisent réellement à la majorité de la population d'un coup, et avec des personnes qui du coup ont été exposées d'un coup à des discours conspirationnistes. Et en fait, il y a eu une explosion beaucoup plus rapide que chez nous, parce que ça s'est pas fait sur le long terme, ça s'est vraiment fait d'un coup. Il y a eu une explosion de la désinformation dans beaucoup de pays qui a ébranlé vraiment certains régimes et tout ça. Et en fait, il y a eu une réaction très forte, immédiate, du coup, de dire on fait de la répression, on pénalise, on criminalise les fake news, etc. Et tous les pays où on a criminalisé à outrance les fake news et la désinformation,
en réalité, ça a eu des impacts très très négatifs sur l'opinion publique, sur justement sur le ressenti des gens par rapport à ça, sur l'explosion de cette désinformation. En fait, ça l'a pas vraiment enrayé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, du coup, il faut pas Si on le faisait en France, en fait, on se dirait, d'accord, on veut nous museler la liberté d'expression. Surtout que la France, oui, c'est ça, il y a une espèce de lyrisme autour de la question de la liberté, etc., qui est très fort. Mais je voudrais juste dire, pour rebondir là-dessus, et pour répondre à votre question, d'abord, il faut savoir que les sphères conspirationnistes ont énormément instrumentalisé le concept de liberté d'expression ces dernières années. Les sphères conspirationnistes et antisémites, d'ailleurs. Et c'est très intéressant de relier ça à la loi contre le négationnisme et contre l'incitation à la haine. C'est que les sphères conspirationnistes, elles ont énormément œuvré à faire passer ces lois-là comme des lois liberticides. C'est-à-dire comme si tenir des propos négationnistes ou tenir des propos explicitement antisémites ou explicitement racistes, on sait qu'en France comme en Belgique d'ailleurs, que ce n'est pas accepté, que c'est considéré comme quelque chose qui peut être poursuivi. Et ils ont énormément œuvré en fait à dire en quelque sorte, mais ça c'est une atteinte à ma liberté d'expression. Donc je veux dire, ils ont œuvré à cette confusion-là aussi. Pour moi, la question de la propagande, c'est la même chose, si vous voulez ma position à moi en tout cas, que la question du négationnisme ou que la question de l'appel à la haine. C'est en démocratie, on a le droit et le devoir, même pour défendre la démocratie, de mettre des limites au débat public, ce qui n'empêche pas, en fait, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Oui et non, on peut en discuter, mais c'est surtout l'idée des balises non négociables pour défendre la démocratie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le socle de la démocratie. La liberté d'expression, c'est pas tout est acceptable et tout au même niveau. Enfin, c'est toujours le même truc, c'est pas 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs, quoi. Ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est défendre normalement un certain projet de société. On y revient aussi. Pour moi, c'est-à-dire que c'est tout à fait vrai. En fait, c'est un équilibre très difficile à trouver, etc. Surtout dans un contexte de défiance, effectivement, où les gens tout de suite disent atteinte à ma liberté, etc. Donc, effectivement, dans le contexte, c'est compliqué. Mais je pense c'est quelque chose à réaffirmer en fait. Ce qu'a fait Russia Today, mais pas seulement Russia Today, Tadi avant l'a fait aussi, etc. C'est en fait laisser penser que la liberté d'expression, c'était donner la parole à tout le monde. En fait, si je ne veux pas écouter ton avis, je ne porte pas atteinte à ta liberté d'expression. Je dis juste que moi, je ne veux pas t'entendre. Et ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression en fait. Je pense qu'on doit retravailler sur la notion de liberté d'expression. Enfin, il y a vraiment un travail à faire parce qu'elle a été énormément dévoyée et instrumentalisée par des racistes, par des antisémites, par des conspirationnistes. J'ai quand même le droit de dire que, je sais pas, moi, qu'il faut renvoyer tous les Arabes à la mer, ou enfin j'invente. Non, c'est ma liberté d'expression. Mais moi, j'ai le droit de te dire que non, je ne veux pas t'inviter d'abord chez moi, je ne veux pas t'écouter, je ne porte pas atteinte à ta liberté d'expression en faisant ça. C'est pas parce que je ne t'invite pas autour de ma table que je porte atteinte à ta liberté d'expression. Ça, je pense qu'il y a vraiment à rebosser sur le concept. Mais bon, vous savez, je suis un peu obsédée par les mots. Juste rapidement, à titre comparatif, nous, on a beaucoup parlé, les milieux conspirationnistes ont beaucoup parlé de la loi anti-fake news en 2018 par rapport à... Je me rappelle. Parce que qui justement essayait de limiter un petit peu les discours, les contre-discours apportés par les médias étrangers, notamment en période électorale, avec des petites mesures vraiment qui n'avaient rien qui n'avaient pas grand-chose de concret ni de pénalisant et qui n'ont pas vraiment été mises en application à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que par contre, en Russie, il y a quelques jours, la Douma, eux, ils ont dit toute information d'un citoyen, d'un média, n'importe qui va à l'encontre du discours, du narratif officiel du gouvernement russe, c'est 15 ans de prison. Voilà, au moins c'est clair. Donc ça, par contre, les conspirationnistes trouvent pas ça liberticide, tout va bien, ils sont très heureux, ils trouvent ça très bien. Donc cette espèce de comparatif est incroyable et ça montre encore le déséquilibre qu'il y a. Nous, dans les sociétés démocratiques, on apporte une petite réponse avec une petite mesurette. Tout de suite, les gens sont là, liberté, machin. Dictature, voilà. Et puis, par contre, en face, les régimes autoritaires, ils se privent pas, ils font, allez, hop, 15 ans de tôle, et là, par contre, tout va bien. Au moins, c'est un vrai chef. Oui, c'est ça, exactement. Je suis désolée, j'aurais bien voulu passer le micro encore, mais en fait ça fait 2 heures qu'on parle déjà. Le temps passe super vite. Alors on va s'arrêter là. Si vous voulez poser quelques questions encore en off à nos invités après, je vous en prie, mais pour ce qui est de la séance, on va la lever. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé.
Juste pour info, la dernière séance Penser la société de la saison, ce sera en mai, ce sera le samedi 14 mai. Et pour une fois, ce ne sera pas à 15h parce que le format va être un peu particulier. On va inviter François Bégodeau pour son documentaire autonome qu'il a réalisé en 2020. Donc on va parler d'émancipation, une prise d'initiative individuelle d'émancipation autant au niveau matériel que parfois au niveau intellectuel ou spirituel. Enfin, ça va être, je pense, super intéressant. Et donc ça va se passer au cinéma Jean Gabin, juste à côté. Sauf que la séance sera à 20h, il y aura le film qui va passer, et à l'issue du film, il y aura François Bégodeau qui sera présent pour faire une rencontre débat, comme d'habitude, avec lui. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis bonne soirée à tous. Merci bien. Merci.